Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être une fois de plus présent pour cette émission Carte sur table. On va essayer d'aller au pas de course ce mardi soir. Hein. On a un nombre d'invités aussi qui est conséquent. On va aborder 3 thèmes si possible. Un quatrième, la 6e édition du Cameroun Business Forum, le CBF, s'est tenue le 9 mars 2015 à Douala. On va revenir sur quelques points forts qui ont été abordés au cours de ce conclave économique entre le secteur privé et le secteur public. Nous allons parler aussi de l'information à la mode, de la santé du couple présidentiel, décrite par un article du site Le Monde Afrique, faisant état de ce que M. Biya et son épouse seraient en presque évacuation sanitaire par la réaction du ministère de la Communication par la voix de son titulaire. Non, le couple présidentiel n'est pas malade. On va revenir sur l'information aussi dans cette émission. Nous allons parler d'un sujet qui est majeur et un peu technique, mais qui aura une portée certaine sur le développement du pays dans les prochaines années. Il y a la signature par 2 opérateurs de téléphonie de la place Orange et MTN d'une licence, mais surtout l'avènement qui est consacré après Nextel, qui était notre opérateur. Donc, ces 2 opérateurs pourront opérer dans la 3G et même la 4G. Dans la révolution numérique au Cameroun, elle est en marche. Mais qu'est-ce qu'elle va nous apporter concrètement? Nous avons des experts sur le plateau qui vont en parler. Si nous avons du temps, nous allons aussi aborder les dernières nouvelles du front contre Boko Haram, notamment la demande de retrait de leur territoire des troupes tchadiennes par le Nigeria. Les troupes tchadiennes qui ont déjà eu à effectuer l'essentiel du boulot, il faut le dire, qui demandent donc à leurs homologues nigériens de venir occuper au moins les villes qu'elles ont débarrassées momentanément des assaillants de Boko Haram. Alors ce soir, nous avons 6 invités, mais il y en a 2 qui vont nous laisser en cours de route lorsque nous aurons terminé de parler de tout ce qui concerne la 3G, la 4G au Cameroun. Nous avons M. Blaise Etoile qui travaille dans une société de téléphonie mobile de la place, Orange Cameroun pour ne pas la citer, mais ce n'est pas ce titre qu'on l'a invité. Hein. On l'a invité en tant qu'expert en communication qui connaît bien ces choses-là. Bonsoir et merci. Bonsoir Thierry. Merci Blaise. Bonsoir à messieurs les companélistes et bonsoir aux téléspectateurs de l'Estime. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Nous avons en face de vous M. Rostand Tané qui est un spécialiste question de TIC, expert en veille concurrentielle. Bonsoir, merci d'être venu de Yaoundé. Merci, bonsoir Thierry. Bonsoir tout le téléspectateurs. Nous avons M. Samuel Wonkor. Vous avez été réclamé par les téléspectateurs. Hein. J'ai reçu des messages. Oui, M. Wonkor. Est-ce que vous avez des problèmes avec M. Wonkor? C'est vrai que j'ai des problèmes avec beaucoup de monde, mais je n'ai pas de problème avec mon père, M. Wonkor. Bonsoir Thierry, bonsoir téléspectateurs, il n'y a pas de problème. Bon, moi je ne force pas, si on ne m'appelle pas, je ne viens pas. Bon. Mais je n'ai pas besoin de dire de quel parti vous militez, puisque tout est écrit. Vous pouvez montrer M. Wonkor s'il vous plaît, parce que voilà. Il n'y a pas la montre aujourd'hui quand même. La montre, j'ai oublié, la montre du président. La montre du président, ça m'a manqué un peu parce que je voulais un peu chambrer mon ami en face. Ah bah c'est vous qui allez le présenter alors, M. Fopossi, parce que j'aime bien vous inviter à 2. Mon ami Fopossi, bon, il m'a abandonné au DPC, parti au SDF. Il était au SDPC avant? Enfin, tout le monde était DPC avant. Tu sais que je ne l'ai jamais été. M. Fopossi, bonsoir. Ne fais pas la propagande d'un parti moribond. Je ne l'ai jamais été. Comment parti moribond? On n'a pas commencé. Aujourd'hui, on a encore prouvé notre vivacité. Oh là là, on n'a pas commencé au Parlement. Monsieur Wonkor. Élection à la cheval. Monsieur Wonkor et monsieur Fopossi, on n'a pas commencé. Monsieur Fopossi, vous n'avez pas amené votre tenue du parti, vous êtes du SDF. Bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à nos amis téléspectateurs TV. D'accord. Nous avons monsieur Robert Mouté Ambassa qui est du RDPC. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît. Nous avons Mohamed Oumfa qui est journaliste. Vous vivez aux États-Unis, vous êtes en séjour au Cameroun. C'est un retour? Quelque temps encore, après le 22, dans quelques semaines. Ouais, donnez pas parce qu'on ne sait jamais, hein. On peut vous arrêter. Je suis très cyberactiviste, donc je suis ravi qu'on parle de la 3D, la 3G, la 4G, voilà. Qui va apporter une révolution majeure dans la manière des Camerounais de communiquer, des Camerounais qui sont au Cameroun et des Camerounais qui sont à l'étranger et qui utilisent abondamment les réseaux sociaux, parmi lesquels moi qui suis très actif.
Je ne donnez pas votre date de retour, on ne sait jamais. Parce que, hein? Bon, on va commencer. Cameroun est un pays de liberté. Bien sûr, monsieur le personne bien sûr. Alors, transition. On commence avec le premier thème. Voilà, alors mesdames et messieurs, on va commencer donc par ce premier thème qui concerne la 3G, la 4G. J'aime bien dire 4G aussi parce qu'il faut vite qu'on arrive à ce niveau-là. Et donc cette signature de nouvelles licences, je crois que ce sont de nouvelles licences, hein. C'est pas un renouvellement. Il y a eu de nouvelles licences, vous allez nous le dire tout à l'heure, monsieur Edouard, par des compagnies de téléphonie MTN Orange la semaine dernière, pour une durée de 15 ans, 75 milliards de francs payés chacune. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. L'information phare est qu'elles ont désormais le droit, comme Nextel d'ailleurs, d'opérer avec les technologies 3G et 4G. Alors pour les profanes, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la 3G, la 4G? Eh bien, ce sont effectivement des technologies de télécommunication qui permettent donc à l'usager de pouvoir communiquer à distance. Donc communiquer, ça veut dire pouvoir échanger des informations qui peuvent être des informations par la voix, par le texte, par l'image, par le son, et qui peuvent donc permettre aussi, en termes de travail pour les organisations, de pouvoir, si je prends le cas des serveurs, de pouvoir garder des données de manière sécurisée, qui peuvent faciliter les transactions, notamment financières. Donc c'est véritablement des choses qui permettent au niveau de chaque individu dans l'activité qu'il a au quotidien, ou alors pour les organisations, entreprises, institutions ou associations, de pouvoir véritablement doper le rythme et la facilité avec laquelle elles travaillent. Donc c'est véritablement d'une révolution qu'il s'agit. Je crois que le terme a déjà été utilisé sur ce plateau et je pense qu'au cours de nos échanges, on pourra voir comment de manière concrète, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est le plus important, la 3G et la 4G qui va arriver derrière vont véritablement transformer le quotidien du Camerounais moyen et véritablement doper le développement de notre pays. Est-ce qu'on peut dire que la 3G elle est effective? Je ne vais pas m'adresser à vous en tant que responsable dans une compagnie de téléphonie parce que vous allez me dire oui. Est-ce qu'on peut dire, Rostand, qu'elle est effective que depuis Jean Nextel, qu'effectivement c'est une technologie qui est en cours d'utilisation? Oui, effectivement, Thierry, je crois que tous les trois opérateurs aujourd'hui accrédités à utiliser cette technologie. La 3G effective, pour Nextel, qui était le premier opérateur, il a couvert un ensemble de sites sur le territoire national qui permettent à tout le monde aujourd'hui de se connecter de façon continue. Également, Orange l'est également, MTN l'est également, même si aujourd'hui on peut se dire dans l'ensemble que cette technologie, la couverture, elle est en train d'être mise sur place. Ça veut dire il y a des opérateurs que je ne citerai pas le nom qui sont encore à 318 points, peut-être sur au moins 1200 BTS, donc ils sont à 300. Donc on se dit d'ici 2017, d'ici l'horizon 2020, on aura une couverture un peu plus large. C'est une technologie effective qui permet aujourd'hui aux utilisateurs que je suis de pouvoir faire le différentiel, de pouvoir découvrir véritablement au niveau de la qualité de service entre ces trois opérateurs, quelle est l'offre la plus disponible également, au-delà des disponibilités, quelles sont les possibilités que cette technologie offre à nos smartphones aujourd'hui qui étaient utilisées à près de 1% sur toutes les possibilités qu'on peut avoir dans nos smartphones. Bref, c'est une technologie disponible. Bon, vous dites qu'elle est disponible. Bon, je vais prendre la vue. Monsieur, vous encore, vous, quand vous parlez de l'arrivée de 3G, 4G au Cameroun, est-ce que vous êtes concerné par ce type de technologie? Vous avez un téléphone avec Android, comme on dit? Avec Android, oui. Vous utilisez quoi, Facebook, Twitter? Nous, les vieux, on essaie de s'adapter, hein, puisqu'il faut s'adapter. C'est des technologies modernes qui font partie de la vie courante. Il faut s'adapter. Bon, moi j'ai mes enfants qui sont pas, voilà, papa, mais il faut appuyer ici parce que je voudrais parler avec toi en te regardant, tout ça. Autant de choses. Bref, c'est quelque chose, c'est révolutionnaire, ça va aider pour le développement, au-delà des aspects de satisfaction personnelle qu'on peut avoir
on parle avec son enfant à distance, on le voit, mais c'est un point plus pour le développement économique du Cameroun. Même les transactions économiques seront beaucoup plus boostées à cause des communications. Quand les communications sont fluides, faciles, ça aide même au niveau, ça facilite les relations dans les affaires, ça facilite les affaires. Tout à l'heure, on va nous expliquer à peu près exactement quels sont les domaines qui vont, selon eux, être boostés par cela. Internet, les téléphones, le cinéma même. Les gens pourront suivre les matchs avec la télé. C'est pas possible. Justement, sur l'arrivée de cette technologie-là, le Cameroun était longtemps considéré comme le cancre. Pourtant, on était bien parti au début du lancement de la téléphonie mobile. On a pris du retard. Et on a même estimé à un moment donné que c'était pour des raisons politiques. L'État n'était pas très chaud à pouvoir libéraliser ce secteur-là parce que c'est un secteur qui est très mobilisateur et qui peut avoir d'autres conséquences aussi. Notamment pour vous les politiques, en termes de ralliement. Non, mais je ne pense pas que si on accuse un petit retard dans ce domaine, c'est à cause des pouvoirs publics. Non, je crois que c'est des considérations d'ordre technique. Au départ, on ne maîtrisait pas beaucoup d'éléments. La fibre optique venait d'arriver. On n'était même pas encore d'accord sur la gestion de cette fibre optique et tout ça. Donc, il y a eu un temps perdu qui a fait que nous sommes légèrement en retard sur beaucoup de pays africains. Donc, avec l'arrivée, vous savez, il y a un constat universel à l'heure actuelle. Le monde entier est aux 3/4 sur Internet. Le monde entier est dans l'Internet. Ceux qui n'ont pas accès à l'Internet actuellement sont des marginaux. Donc, le plus grand intérêt que le pays va tirer de cette introduction de la 3, oui, c'est que ça va augmenter rapidement notre taux de couverture Internet, et surtout le taux d'accès des Camerounais à Internet. Et c'est susceptible d'apporter un plus à notre développement économique et social, parce que d'abord ça va faciliter beaucoup de choses, en particulier les transactions économiques et sociales, comme disait mon ami Woko. En plus, ça va nous permettre d'être en adéquation avec le niveau des technologies actuelles et d'avoir la possibilité d'utiliser au maximum toutes les possibilités qui s'offrent dans ce domaine-là. C'est une avancée considérable pour notre pays et j'espère que ce sera un grand succès. Monsieur Mouté, il y a même un constat. Oui. Je viens de constater que l'un des opérateurs est en train de vendre des trucs comme les journaux. C'est-à-dire qu'on se promène sur les marchés pour... L'autre jour, on était sur un marché dans un village et 2 amis ont acheté les leurs tout de suite en se connectant. Ils achètent quoi, les puces Non, le téléphone et puces et tout. Avec un 3G? Oui. Vous-même, vous avez un téléphone qui peut recevoir cette technologie? Oui, j'en ai. Vous l'utilisez? Pas encore. Monsieur Bouté, vous en avez un aussi? Tout à fait, mais je ne sais pas, je ne partage pas le même optimisme, parce que entre technologie, analyser une technologie et ce qui se fait réellement, moi je crois que le niveau aujourd'hui de téléphone n'est pas bon. Quand vous appelez quelqu'un, vous avez du mal à l'avoir. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont dans des périodes de transition, mais soit on essaie de vous joindre, soit vous voulez joindre quelqu'un, ça ne va pas. Vous appelez 10 fois pour le soir, peut-être une fois, et pendant que vous causez sa coupe, moi je suis sur Orange, mais c'est la catastrophe. Il faut qu'il fasse quelque chose. Vous voulez dire par là qu'il est là, qu'il soit là sur le plateau, il faut le lui dire en face. Peut-être que la technologie elle-même elle est bonne, mais elle n'est pas encore effective. J'ai l'impression, ou bien cette période de transition fait que le téléphone de base ne fonctionne presque plus. Pour avoir quelqu'un, parce que toute une matinée, on n'arrive pas à avoir quelqu'un. Alors vous êtes donc sceptique, vous voulez dire que si déjà même le téléphone ne passe pas, combien de fois donc les installations. Oui, je ne sais pas, moi il faut que la 3G soit couverte sur tous les territoires. Oui, la technologie. Je fais la différence entre la technologie elle-même, qui n'est pas mauvaise, qui est bonne. Il faut y aller. Il y en a qui sont au 5G, je crois. 3, 4, on est encore derrière. Il y en a qui sont déjà à 5. Mais je dis, dans l'effectivité au jour le jour, on a des problèmes pour passer le coup de fil. Je ne sais pas si c'est une période de transition et qui va bientôt s'arrêter. Moi, je pense que ce n'est pas bon. C'est vrai que il n'est pas venu ici en tant qu'Orange. Non, mais par contre, vous l'avez saisi. Et je veux pas. Voilà. J'ai deux numéros Orange qui marchent bien avec abonnement, donc.
C'est mon opérateur. Effectivement que l'honorable soit un client Orange et je le remercie de cette fidélité. Disons qu'il y a des explications simples et le problème va aussi se poser si c'en est un avec la 3G, il se posait déjà avec la 2G, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent influencer ou impacter la qualité de service ou l'expérience utilisateur sur le téléphone. Le premier, c'est la couverture. Aujourd'hui, c'est pas le but, mais la plus grande couverture en réseau 3G est celle d'Orange Cameroun. Elle est de 20 localités dans le Cameroun. Rostand n'en a pas parlé, moi j'en parle. Donc il peut arriver effectivement qu'on ne soit pas couvert et qu'on puisse avoir des difficultés. La deuxième chose, c'est que cette expérience-là a peut-être été vécue dans des moments de transition, à savoir qu'à un moment, les paramétrages vont se faire. Ça me permet d'ailleurs de parler de la 4G, parce qu'on parle de la 3G et de la 4G. Aujourd'hui, la technologie exploitable, c'est celle de la 3G, parce que ce sont des normes qui fonctionnent sur de la radiodiffusion, donc c'est de la téléphonie mobile. Et pour cela, il faut donc avoir des fréquences. Et les fréquences aujourd'hui disponibles sont des fréquences de 3G. Ça veut dire que les licences dont vous parliez tout à l'heure en introduction de l'émission ont été accordées pour 15 ans pour la 3G, mais aussi la 4G. Mais la 4G n'est pas encore exploitable parce qu'il faut avoir les fréquences et à partir de ces fréquences-là, pouvoir commander les équipements qui vont avec. Donc la 4G arrivera plus tard. Pour l'instant, on est sur la 3G. On a déjà une date, une estimation? Ce sont des problématiques qui peuvent être liées, comme l'a dit l'honorable tout à l'heure, à la technologie, mais aussi à l'évolution globale des infrastructures dans le pays, à des business models, etc., etc. Donc, on ne peut pas encore le programmer de manière précise aujourd'hui. Mohamed Oumfa, vous qui vivez dans un pays où on a combien de G là-bas chez vous? 4G. 4G, d'accord, aux États-Unis. Vous qui vivez là-bas et qui utilisez beaucoup d'outils Internet, ça vous apporte, vous, d'avoir un pays qui est connecté désormais, on va dire au moins à un niveau acceptable de vitesse. Tout à fait. Déjà, j'ai été agréablement surpris quand je suis arrivé au Cameroun. J'ai constaté que beaucoup de jeunes sont connectés sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp, sur plusieurs applications mobiles multimédia grâce au téléphone. Vous savez que nous avons une population très jeune, majoritairement jeune, à plus de 75% de moins de 19 ans, 19 ans et moins. Donc, ils sont très férus d'Internet. Ils ne sont pas comme nos parents ou alors comme des gens d'une certaine génération. L'avènement de la 3G, de la 4G va être un accélérateur en termes de communication entre les Camerounais de la diaspora et entre les Camerounais de ceux qui vivent au pays. Parce qu'en réalité, il y avait jusqu'ici, à mon analyse, il y avait un frein, c'est que beaucoup de jeunes n'avaient pas les moyens d'avoir un ordinateur portable, parce qu'il faut être connecté à Internet, il faut avoir un ordinateur portable, et le coût parfois de l'ordinateur est prohibitif, c'est pas tous les élèves qui peuvent avoir les ordinateurs. Parfois aussi, pour être connecté, il faut avoir un desktop, un ordinateur de bureau. Et même là, c'est pas accessible à tout le monde. Et parfois, les problèmes d'énergie électrique font que dans certaines zones reculées du pays, vous avez effectivement parfois la connexion Internet, mais tout le monde n'a pas accès à Internet, soit parce qu'ils n'ont pas de machines, soit parce que il n'y a pas l'énergie électrique. Or, on constate que pratiquement tous les jeunes ont les téléphones. Et aujourd'hui, avec la 3G, la 4G, qui permettra donc la circulation des données, des vidéos, des fichiers audio et de plusieurs éléments multimédia, ça permettra donc aux jeunes de communiquer plus facilement ici et ailleurs. Il y a un aspect, je suis d'ailleurs surpris que l'honorable Fopoussy n'ait pas relevé cela, c'est que l'avènement de la 3G consacre aussi l'émergence d'un nouvel espace politique, pour vous qui êtes politique et social. Parce qu'en réalité, le président de la République l'a d'ailleurs reconnu le 10 février, puisqu'il a parlé des oiseaux de mauvais augure qui passent le temps à diffuser des messages hostiles à son régime, exactement. Donc, cet espace va davantage se densifier. Le SDF, le RDPC et d'autres partis pourront communiquer et toucher davantage les jeunes qui pourront donc suivre vos vidéos, suivre vos campagnes. Toutes les révolutions qui ont eu lieu jusqu'ici en Tunisie, en Égypte et ailleurs ont été instigées par notamment Internet. Donc c'est un espace qui arrive et qui va
conforter les activités politiques de l'opposition, de la société civile et du pouvoir. Donc c'est un espace qu'il faut absolument saisir. Vous avez des jeunes qui utilisent le téléphone. Grâce à la 3G, ils pourront vous suivre sur vos activités sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, Instagram. Intervenir même dans les débats. Intervenir dans les débats. Ils pourront, aujourd'hui, vous pouvez même causer avec des images, avec des vidéos. Donc, c'est un espace qu'il faudra que les politiques sachent capitaliser. Et je crois que c'est très important du point de vue social et surtout politique pour vous autres qui êtes des hommes politiques. Voilà, justement, peut-être juste un bémol, parce qu'il faudrait peut-être préciser que la 3G, c'est simplement la vitesse des connexions qui va changer. Il y a de cela 2-3 ans. Je crois que les opérateurs dans les prouesses marketing avaient réussi déjà à connecter même ce qu'on appelle les feature phones, la possibilité de faire des WhatsApp sans forcément avoir la 3G. Je vous dis quoi, pour dire que ne voyons pas immédiatement une révolution dans les usages qui permettrait à chaque jeune de se connecter, parce qu'il y a d'abord il y a un facteur, il y a un indicateur assez important, le coût d'accès. Il y a le coût d'accès, et avant la 3G, il y avait les données qui étaient valablement utilisées. On utilisait également Twitter, on utilisait WhatsApp, on utilisait un ensemble d'outils sociaux qui permettraient à toute personne. Bon, peut-être que la vitesse, c'est peut-être au niveau de la vitesse qui pourrait changer pour donner plus de possibilités. Mais par contre, moi, je regarde la 3G plus sur l'angle économique, parce que c'est l'aspect qui nous intéresse le plus, enfin qui m'intéresse le plus. La 3G, qu'est-ce que ça pourra apporter concrètement aux Camerounais? Alors si nous regardons l'économie de façon globale aujourd'hui, nous assistons à une convergence entre les finances et les télécommunications. Tous les services aujourd'hui sont dématérialisés, que ce soit en termes de... aujourd'hui, le transfert d'argent est rentré au même titre que le téléphone portable dans les habitudes de consommation. Aujourd'hui, le transfert d'argent, c'est exactement comme on se lève chaque matin, on va prendre un bout de pain à la boutique. Alors, qu'est-ce que cette 3G peut apporter à ce type de service qui existe déjà? Moi, je crois qu'on peut assister à de nouveaux paradigmes, à une nouvelle façon de faire le Camerounais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le plan de la santé, il y a des jeunes Camerounais qui développent des applications qui permettent aux gens de suivre leur santé, mais malheureusement, on a un problème de connexion, on a un problème de vitesse qui ne permettent pas la vulgarisation de ces outils. Moi, je vois plus cette importance à ce niveau, que ce soit au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, dans les pays européens, on développe de plus en plus l'éducation, ce qu'on appelle le home education, où l'étudiant ou bien l'apprenant a la possibilité de rester en contact avec son enseignant à travers cet outil. Moi, je vois par exemple peut-être des jeunes Camerounais développer des applications qui permettraient à chaque parent d'apprendre la langue locale à ses enfants. Je vois par exemple en termes d'usage peut-être les applications pour gérer les tontines, parce que je sais que toute personne, la tontine, c'est des choses les plus utilisées. Moi, je vois plus un peu la 3G dans ce sens. Si on augmente la vitesse de connexion, ça nous ouvre un boulevard de possibilités. Par conséquent, ça garantit sur le plan économique. De nouveaux métiers aussi, par exemple? Absolument, de nouveaux métiers. Il faut savoir que la 3G en elle-même, il ne faut pas considérer la 3G ou Internet comme étant un service en lui-même. C'est en fait un univers de possibilités. C'est comme un portail qui vous ouvre un univers vers lequel, effectivement, vous avez la possibilité que si vous êtes acteur économique, si vous êtes un jeune créateur, si vous êtes un enseignant ou si vous êtes un apprenant, vous avez effectivement la possibilité de vous y mouvoir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de métiers qui vont pouvoir émerger, qui sont des métiers de la création, et ça nous donne un avantage concurrentiel par rapport notamment à l'Occident. C'est-à-dire que comme notre économie est une économie, en général une économie informelle, comme par ailleurs, aujourd'hui, la compétition va s'orienter de plus en plus de ce qu'on appelle l'économie réelle vers l'économie de l'intelligence, on va pouvoir avoir les moyens de pouvoir se confronter à l'Occident et apporter une contribution qui soit une contribution alternative. Donc au jour d'aujourd'hui, il parle de tous ces Camerounais qui ont inventé des choses. Elles vont prendre de l'important parce que la 3G, ok, elle va ouvrir ce portail, elle va ouvrir cette chambre, mais cette chambre, il faut la remplir. C'est comme un marché. Il y a des clients en face qui ont un certain nombre de besoins dans tous les domaines de la vie et il faut pouvoir le remplir. Ça passera vraiment de la vie de tous les jours. Je veux acheter des médicaments à la pharmacie, je veux commander à manger, je veux me divertir, acheter quelque chose, une bouteille d'eau ou n'importe quoi. Je peux me le faire livrer. Le service en ligne, d'achat en ligne va se développer. Énormément, énormément. Si vous voulez, en termes d'usage, il y a 4 territoires en général sur lesquels la 3G apporte j'ai envie de dire, la révolution, elle s'exerce. Il y a la communication, c'est-à-dire effectivement la possibilité, comme disait M. Oumfa tout à l'heure, de pouvoir, sur les réseaux sociaux, être vraiment en temps réel en communication avec un certain nombre d'interlocuteurs à travers le monde. Donc les barrières tombent totalement. Il y a le travail, ça change totalement le travail.
sur la possibilité de vous connecter, d'échanger. L'enseignement, par exemple, il est complètement révolutionné. L'enseignant n'a plus besoin d'être physiquement en présentiel avec ses étudiants. Il peut faire ses cours à travers le monde, de partout. Il y a l'information, on l'a dit. STV, demain, on pourra sur notre téléphone portable, dans le taxi, regarder Entretien, sans aucun problème. Et puis, il y a tout ce qui est lié au divertissement. Et ça, c'est une économie. Vous savez que l'Amérique, aujourd'hui, le PIB, ce que le divertissement apporte dans le PIB, Netflix, aujourd'hui, qui est une majeure du cinéma, Google et autres ont un positionnement qui est tel que, j'ai envie de dire, c'est devenu des forces. Parce que aujourd'hui, l'économie est une économie de contenu. Donc, il y a là de véritables opportunités pour les acteurs économiques classiques, traditionnels, les grosses entreprises, mais aussi pour le petit créateur du coin qui, comme il le disait, crée l'application qui permet qu'avec la géolocalisation, de l'endroit où je suis, je peux appeler le Ben Sikin qui vient. Ça va arriver à ça, hein, et très rapidement. Très très rapidement. Qui vient me chercher, qui me permet de faire ma course rapidement. Donc ça brise les barrières, ça abolit les distances, ça fluidifie énormément les transactions et ça rend rapide parce que tout est fait pratiquement en temps réel. Alors moi, d'ailleurs, je suis en train de vous poser la question parce qu'il y a des domaines, je parle de l'information par exemple, il faudrait bien que les journaux ou bien les médias traditionnels puissent s'adapter à ce qui va arriver. Absolument. Parce que l'information viendra les trouver. Est-ce que vous avez l'impression que... ils sont obligés, chaque journal, je prends les journaux écrits, la presse écrite, seront obligés d'avoir chacun un site. Hein. Un site où on reprend peut-être, quand on en parlera tout à l'heure, les informations qu'il y a dans la presse écrite, vous les mettez sur un site pour que les gens puissent vous suivre de façon alternative, hein. Soit par la presse écrite, soit par le site. Hein. Ça sera plus comme ça. Oui, disons que moi qui vis dans la diaspora, je constate que c'est déjà une très bonne chose que certaines chaînes de télévision, de radio soient accessibles sur Internet. Je ne citerai pas les noms, mais je suis, étant aux États-Unis, j'ai pas besoin de payer un opérateur. Il y a des sites Internet où vous pouvez suivre sur votre téléphone, sur votre tablette ou alors sur votre ordinateur pour suivre la plupart des chaînes de télévision camerounaises. L'impact aussi, ce sera au niveau de l'instantanéité parce que de plus en plus, les médias seront obligés de s'adapter au fait que l'information est de plus en plus dynamique. Il faudra produire des vidéos. Quand il y a une actualité, il faudra le faire en instantanéité. Il y a ce qu'on appelle, les techniciens le savent bien, le streaming. Il faudra être capable de diffuser en direct quand il y a des événements, par exemple la session parlementaire. C'est l'avènement de la 3G permet cela parce que généralement au Cameroun, quand vous êtes aux États-Unis, vous produisez des vidéos, les gens vous disent nous ne pouvons pas lire parce que la connexion est très lente. Donc je crois que l'avènement de la 3G permettra cet aspect. Donc les médias doivent s'adapter à cette instantanéité, qui arrivera à cette logique qui voudrait que qu'on soit à Kolofata, qu'on soit avec ce qui se passe à l'extrême nord, qu'on soit au sud, quelle que soit la région du Cameroun où on se trouve, qu'on puisse avoir des vidéos, qu'on puisse avoir des sons, qu'on puisse avoir des photos et que cela puisse se retrouver immédiatement en ligne. Sinon, les médias occidentaux continueront à nous damer le pion parce qu'ils ont généralement parfois des équipements mieux adaptés à cette situation. Oui, tout à fait. Alors, peut-être faudrait déjà préciser cela. Moi, je crois que l'avènement déjà de l'Internet a créé cette disruption qui a changé tous les paradigmes de la communication. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir média. Alors, c'est ce qui rend la tâche plus difficile aux responsables de la communication des entreprises aujourd'hui, aux responsables politiques, aux responsables du renseignement, de l'intelligence, parce qu'aujourd'hui, chaque individu est à partir de n'importe quel point pour devenir un média et créer une source d'information qui, bien après, compte tenu justement de ce que j'appellerais la concurrence au niveau du contenu, au niveau des médias, ça mène, les lignes rouges sont franchies. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas dire, un responsable d'entreprise ne peut pas dire que non, Thierry ne peut pas traiter tel sujet ou tel autre sujet. Il suffirait simplement qu'il y ait une source à partir d'un média social et bien après, l'information contre toute volonté va forcément faire son chemin sans qu'on ait des moyens physiques comme on l'avait avant de pouvoir l'arrêter. Ça, c'est un premier point. Mais par contre, je regarde un peu... la question essentielle que je me pose, c'est comment est-ce que les entreprises camerounaises devraient saisir cette opportunité de la 3G. On a évoqué le cas des médias. Ça changera complètement la façon, aujourd'hui, ça changera le modèle économique
tous les médias traditionnels, que ce soit en termes de presse écrite ou bien en termes de télévision. Parce qu'aujourd'hui, les études montrent que je vais dire, le moment où les gens regardent plus le mobile TV, c'est quand on est dans une voiture, quand on est pris dans un embouteillage. Alors, l'émission qui est diffusée aujourd'hui peut être téléchargée sur un téléphone portable. Je crois qu'il y a un opérateur déjà qui offre déjà cette possibilité aux Camerounais de suivre certaines émissions à travers des abonnements. Alors, le défi, à mon sens, réside à ce niveau. Comment est-ce que les entreprises camerounaises doivent s'adapter à cette technologie pour rester concurrentielles? Comment est-ce que les opérateurs devraient, parce que les opérateurs, pour qui il y ait véritablement trafic des données, parce qu'il faut le reconnaître que depuis 2-3 ans, les données constituent aujourd'hui ce que j'appellerais la pierre angulaire de toute stratégie de tous les opérateurs au Cameroun. C'est-à-dire toutes les stratégies sont basées essentiellement sur cette technologie. Blaise ne dirait pas le contraire. Alors comment est-ce que les opérateurs vont amener les Camerounais à pouvoir s'approprier pour garantir la croissance à leur niveau de cet outil? C'est ça véritablement les vraies questions qu'on devrait se poser aujourd'hui. Et c'est une question qui interpelle également pas seulement le pouvoir public, mais tous ces jeunes qui sont dans les grandes écoles, tous ces jeunes créateurs qui donnent des applications, de pouvoir comprendre véritablement, parce que dans l'offre, une étude réalisée dans l'offre des applications relève qu'on a très peu, sur le plan africain, on a très peu des applications africaines. Orange, véritablement, a créé un centre pour développer les applications qui cadrent un peu avec la culture africaine. Mais au niveau du Cameroun, les habitudes sont assez différentes par rapport à l'Afrique de l'Ouest. J'ai évoqué le cas de la tontine tout à l'heure, j'ai évoqué le cas sur la santé. Je vais évoquer le cas, par exemple, sur la diversité culturelle, linguistique. Je vais évoquer, il y a un ensemble d'éléments aujourd'hui. Il y a une industrie naissante, celle du cinéma. Comment est-ce que les Camerounais peuvent s'approprier, utiliser cet outil qu'est la 3G pour créer les océans bleus, des nouveaux secteurs de revenus? Moi, je crois que c'est la question essentielle sur laquelle on devrait... Monsieur Mouté, on parle justement de créer de nouveaux secteurs, hein, parce que on a dit c'est la nouvelle frontière en fait. Vous pensez qu'à terme, on va voir une véritable apparition de nouveaux métiers, nouveaux emplois? Ça peut être l'un des grands secteurs qui va absorber le taux de chômage? Tout à fait. Je crois que en technologie, la 3G c'est une grande révolution, les 3 4G. Je discute parfois avec mes enfants, ils sont aux États-Unis, quand on discute de certains sujets, même les étudiants aujourd'hui, faisant leurs études, montent des petits studios, vous font, je ne sais pas, des choses liées au traitement des cheveux des Africains, et ils utilisent le beurre de karité qu'on a en Afrique et tout ça, et présentent des vidéos, et dans les réseaux sociaux, ça fait mouche, et les commandes passent. Je peux vous dire que la 3G, je crois que c'est une grande évolution. Mais je voudrais revenir très rapidement sur des pays comme les nôtres en Afrique, où la réglementation a tendance à être assez répressive. Bon, on va parler tout à l'heure du cas du monde, mais est-ce que le Conseil national de la communication peut convoquer les gens du monde par rapport à ce qu'ils ont fait? Non. Donc on part dans cette direction où il faut faire tomber toutes ces barrières répressives et laisser les gens travailler en toute méconnaissance. Et ceux qui font des erreurs ou des fautes sont sanctionnés comme tels. Mais de par la réglementation, mais ce qui est sûr, c'est que notre réglementation doit évoluer. Elle doit évoluer automatiquement parce que si elle n'évolue pas, elle va rester derrière et tant pis. Et il n'y aura plus moyen de coincer tel ou tel. Parce que les technologies aujourd'hui sont telles que les enfants, à partir des portables, s'échangent à une vitesse et à toutes les heures de la journée. 24 heures sur 24. On a vu la révolution dans les pays arabes, c'était à partir de ces éléments. Et le côté dangereux que moi je vois pour ces outils, c'est qu'en fait, on se donne à fond et c'est d'autres gens qui nous gèrent. Okay? C'est-à-dire, à un moment donné, tous ceux qui tiennent cette technologie à distance sont capables de vous isoler, de vous fermer et faire de vous ce qu'ils veulent. C'est comme Internet. Hein, aujourd'hui, on peut lire tout ce que vous envoyez partout, vous envoyez dans le monde. Ceux qui tiennent les codes savent ce qui se passe. Donc ça sera pareil pour ces 3G et autres, où de plus en plus on aura du mal à encadrer un certain nombre de choses par rapport à nos valeurs, nos coutumes. Mais je pense que c'est une évolution qu'il faut suivre. On ne peut pas rester en arrière, il faut continuer. Et la réglementation doit suivre, sinon elle sera larguée. On a parlé du plan politique. Vous avez été longtemps, M. Fofoussi, le responsable de la communication du principal parti de l'opposition, le SDF. Tout à l'heure, vous parlez de l'aspect politique de la chose. Est-ce que vous pensez pouvoir vous en servir à très court terme pour faire passer vos messages politiques? Vous savez, comme toute nouveauté, hein, il faut d'abord s'y adapter. Et il y aura une
période de tâtonnement. Nous sommes obligés de nous y adapter, comme tout le monde. Hein. La nouveauté est aussi pour nous. Vous savez, on est tellement habitué aux médias classiques, aux journalistes, aux micros, aux plateaux de télé, que très peu de partis politiques sont présents sur les réseaux sociaux. Toi qui es un habitué, qui est en permanence sur les réseaux sociaux, tu sais que les partis politiques camerounais ne sont pas très présents. Donc, ce qui veut dire que, comme toute nouveauté, il y a un devoir d'adaptation qui ne s'impose pas simplement aux jeunes, qui s'impose aussi aux responsables politiques que nous sommes. Et nous devrons aussi adapter nos communications à cette réalité. Voilà quelqu'un qui vient des États-Unis, moi aussi j'y étais il y a quelques semaines. Là-bas, le président des États-Unis, ce n'est pas devant les caméras de télé qu'il communique, c'est sur les réseaux sociaux. Il tweet et c'est fini. Donc, vous voyez là où ils sont et nous les partis politiques, comment tu vois là où nous sommes, on est encore très loin. On va s'adapter. On est obligé de s'adapter. Sinon, on va mourir. Parce que d'ici peu, les meetings monstres, c'est fini. Sociologiquement, c'est fini. Les plus grands meetings se feront maintenant dans les réseaux sociaux, en particulier, et dans les médias du genre portable, machin, 3G, 4G. Donc, nous sommes obligés de nous adapter. Mais tout à l'heure, quand j'écoutais les spécialistes de la matière, j'ai l'impression qu'ils ne voient que le côté élitiste de l'histoire. Vraiment, c'est une révolution populaire. Et oubliez un peu, nous, les élites et les intellectuels. Ça va pas trop cher. Et regardez le côté de la masse là-dedans. Parce que l'engouement est tel que il faut d'abord partir de la sociologie de l'heure. Je ne sais pas si vous savez que 90% des jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, c'est à travers les cybercafés. Donc, ce qui veut dire que en matière de smartphone, de machin, le terrain est encore. Alors, comment faire, parce que ces jeunes sont en majorité pauvres, quel effort allez-vous faire pour les retrouver, parce qu'ils se rapprochent, eux, ils aimeraient aussi être là, alors, mais ils sont jeunes, ils sont pauvres. Justement, alors, parce que, oui, c'est même en termes d'efforts, hein, honorable, je vous rassure. L'honorable Bassa, comme l'honorable Fopoussi ont identifié les problématiques, que ce soit pour les individus ou les organisations qui sont liées à l'arrivée de cette technologie et aux nouveaux usages qui s'y collent, c'est qu'en fait, nous, les opérateurs, c'est pas un effort qu'il faudra faire, c'est de la vision, c'est de la prospective, à savoir qu'effectivement, aujourd'hui, il y aura une mutation qui va s'opérer entre ce que la voix, par exemple, constitue en termes de revenus pour les entreprises de télécommunications et la data. Si vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud ou un autre pays comme le Nigeria, qui sont les deux grandes puissances économiques du continent, ce phénomène-là, on l'a vécu. Hein. En 2 ans, il y a eu un basculement extrêmement rapide entre les deux. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il faut absolument être là au moment où ça se passe, mesurer les enjeux et prendre les bonnes décisions au bon moment, et surtout aller vite. Aujourd'hui, pour parler des coûts et donner donc des informations, le coût d'accès, le pass le moins cher, là malheureusement je suis encore obligé de parler d'Orange, il est de 100 francs CFA, c'est le moins cher du marché. Donc il est accessible. La problématique de la cherté ne peut pas se poser aujourd'hui dans ces termes-là. Le pass 3G, qui est le pass découverte, il coûte 100 francs CFA. Le problème peut encore se poser au niveau des smartphones, l'honorable Fopoussi l'a dit. Donc effectivement aujourd'hui le smartphone, parce que la qualité du téléphone détermine un peu la qualité de l'expérience client sur la 3G et la 4G et les autres G. Les smartphones les moins chers aujourd'hui sont autour de 30 000 francs, 40 000 francs CFA. Mais dans quelques semaines, je peux vous rassurer que on sera très très loin de là. On sera à moins de 20 000 francs CFA avec des smartphones. Je vous dis dans les prochains jours, je ne vais pas dire dans les prochaines heures. Alors, monsieur, oui, monsieur, sur
Avant M. Wonko, parce que l'aspect politique m'intéresse aussi. Oui, Est-ce que, par exemple, vous ne craignez pas que le SDF se serve de cela pour vous déstabiliser? Non, justement, je suis en train de... Je pose des questions telles que... Je l'ai dit tout à l'heure, à demi-mot, je voulais dire ceci. Par exemple, dans les prochaines campagnes électorales et autres, allez dire qu'il y a les quotas, les ceci, ça ne servira plus à rien. Il faudrait bien que les gens sachent qu'il y aura d'autres moyens de communication. Et dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, on sait bien que près de 50% au niveau des recensements, c'est les jeunes. Il faut bien y aller. Et on ne va pas passer par les minutes, les secondes qui se donnent à la télé. Ça sera par smartphone, ça sera par Internet, ça sera... Et au jour d'aujourd'hui, les politiques doivent s'approprier cet outil pour préparer demain. Sinon, on sera largué, rien à faire. Si vous le dites, monsieur Wow, répondez à ma question. Est-ce que vous ne craignez pas une déstabilisation par les réseaux sociaux, par exemple du SDF? Déjà, le président Biya, dans son discours, il a dit aux jeunes, c'est pas parce que vous avez éloignez-vous des Oumfa et autres. Il n'a pas dit éloignez-vous de méfiez-vous. Il n'a pas dit éloignez-vous. Il a dit méfiez-vous. C'est pas tout message qu'il y a sur Internet qui est juste. Non, en réalité, je crois que le RDPC, l'état-major du RDPC est constitué des gens d'une certaine génération. Au bureau politique, un peu, même le président de la République, ce sont des gens d'une certaine génération qui ont une certaine vision et qui ne comprennent pas qu'au lieu de stigmatiser une catégorie de Camerounais qui en veut le régime et la situation économique est là pour nous donner raison, le Cameroun va très mal. Donc, au lieu de stigmatiser ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour convaincre leurs compatriotes qu'il faut changer de régime, le RDPC gagnerait à mettre sur pied aussi une équipe une task force de jeunes experts, de jeunes spécialistes pour donner une réplique appropriée à ceux qui pensent autrement. Quand le président de la République dit les oiseaux de mauvaise augure, tout c'est vraiment, ça dénote d'une vision ancienne, d'une vision des gens qui sont coupés d'une certaine réalité. Le monde évolue. Aujourd'hui, on ne peut plus bloquer Twitter. Quand vous bloquez Twitter, ça a une écho mondiale. On vous considère comme une dictature, comme une tyrannie. Quand vous bloquez Facebook, on a eu cette expérience, il me semble avoir lu une fois que le Cameroun avait bloqué Twitter pendant un certain nombre de temps. Quand vous faites ça, on pense immédiatement, je l'ai lu et j'ai appelé les responsables au parce que vous êtes entre ce qu'on vous dit et ce qui se passe. Non, je vous le dis, monsieur Wonko, nous avons Google, vous pouvez aller sur Google. Non, vous pouvez aller sur Google, vous allez lire. Bon, on évoque toujours. Donc, en réalité, en dehors de la Corée du Nord et de quelques rares dictatures, je sais pas moi, primitives, on ne bloque plus Internet. Donc, le président ne peut pas mettre en garde. Non, même si vous ne bloquez pas, ça ne se fait plus aujourd'hui. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Vous devez apporter la réplique. C'est à moi qu'on a posé la question, vous avez répondu. Non, mais, ça veut dire que nous acceptons quand même le débat. Voilà. Vous acceptez le débat, et la contradiction, non. C'est à moi qu'on a posé la question. Tout à fait, non. On vous a posé. Vous avez pris la parole à ma place. Allez-y, monsieur Wonko. Je ne vous ai pas je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu en disant non, vous voulez se parler. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Nous sommes dans un pays. Tout à fait. Nous sommes dans un pays. C'est la démocratie. Vous acceptez la contradiction, mais n'admettez plus que le président de la République ou alors vos responsables qui sont d'une autre génération, qui sont de certain âge, qui ne permettent plus de stigmatiser les gens. Mais puisqu'il a traité des gens d'oiseaux de mauvais augure. D'oiseaux de mauvais augure. Mais évidemment, nous nous sommes sentis concernés. Et il y a plusieurs autres personnes qui ne partagent pas la vision de certain nombre de je comprends votre problème. Vous êtes donc un activiste sur les réseaux. Je suis un activiste et je l'admets. Donc, pas pour emprisonner. Pour l'instant, il est là. Pour l'instant. Bon, allez-y, monsieur Wong. Monsieur Wong, ce qu'on vous demande, c'est d'apporter, de vous organiser pour constituer une task force pour opposer. D'accord. Qu'elle n'existe pas. Monsieur Wong, la parole. Elle n'existe pas puisque le RDPC n'est pas. Vous n'êtes pas présent sur Internet. Vous n'êtes pas présent sur les réseaux. Vous n'avez pas de canaux YouTube. Vous n'êtes pas présent. Vous n'avez pas de communication Internet. Et
Monsieur Allez, Oufa, on vous a compris. Bon, on va peut-être vous prendre comme conseiller, mais en attendant... Vous prenez comme conseiller Oufa On va pas demander. C'est conseiller toxique, on le prend comme conseiller. Allez-y, ouais, allez-y. Là, la question est très simple. C'est quand même Ah, aussi... pour dire, est-ce qu'on n'a pas peur que Internet vienne? Non. Nous sommes dans un pays de liberté. Je défie quiconque. Le Cameroun est l'un des pays où il y a toutes les libertés. Sauf bien sûr quand vous enfreignez la loi, on vous applique la loi. Mais c'est un pays de liberté. Le chef, non, pas de surveiller. Le chef d'État camerounais est le chef d'État le plus insulté dans les journaux et les radios. Et personne n'a jamais été inquiété à cause de cela. Non. Je vous permets, je vous prie seulement de me laisser parler, parce que quand vous avez parlé, je vais laisser parler. Allez-y. Bon, alors, laissez-moi parler. Donc, alors, pour vous dire cela, personne n'est en prison ici pour avoir insulté ou attaqué le chef de l'État. Personne. Même quand un journal comme Le Monde écrit n'importe quoi, on va en reparler, il n'est pas interdit au Cameroun. Quand un journal comme Jeune Afrique écrit n'importe quoi, on ne l'interdit pas au Cameroun. Il y a d'autres pays. Ces journaux font 6 mois. J'ai lu Jeune Afrique qui se plaignait, pour ne pas le citer, de l'Algérie. Ils ont écrit un article de Maroc et tout ça. Les pays que vous prenez un exemple, où il y a les interdictions de presse et des journaux et des radios. Et au Cameroun, ça n'existe pas. Il faut dire la vérité. Vous avez une autre vérité qu'on vous dit là-bas. Mais depuis que vous êtes au Cameroun, on ne vous a pas inquiété. Vous êtes une activité des réseaux, mais vous ne pouvez pas basculer le Cameroun dans les réseaux. Le Cameroun n'est ni l'Égypte, ni la Tunisie. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Alors, je continue à vous dire, parce que nous avons des réalités, nous avons des réalités que vous n'appréhendez pas. Quand vous écrivez n'importe quoi, c'est pour ça que le président dit ça. Parce qu'il y a parfois, vous écrivez, je suis pour dire des inadéquations, des inepties qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quand vous écrivez ça, bon, vous dites que le Cameroun se porte très mal. Vous êtes le seul à le dire. Mais parce que quand on prend toutes les institutions, quand vous êtes, nous sommes, c'est un journal, je ne le cite pas. J'ai acheté un de vos journaux aujourd'hui et je suis sidéré parce qu'il écrit. C'est même pire que je ne le cite pas. Je peux lui dire que c'est tout le monde qui constate que les choses ne vont pas bien chez nous. Libérons les messieurs. Laissez-moi. Libérons rapidement les messieurs qui parlent de technologie. Voilà ce qu'il a détourné. Il a détourné pour faire la publicité du RDPC. On parlait de je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il a détourné le monsieur. Non, on va revenir dessus. Je veux simplement libérer les deux messieurs parce qu'ils sont venus parler. Il ne va pas se mêler de politique, et je comprends. La politique, c'est pas bien. Sur le taux quand même de pénétration d'Internet pour que les Camerounais puissent avoir le chiffre, on peut avoir une estimation du taux, Blaise, à peu près 5%. Aujourd'hui, quand on fait effectivement l'association entre ceux qui se connectent par le téléphone et ceux qui se connectent par un ordinateur, on est autour de 5%. Ce qui est très faible. Hein. Ce qui est encore relativement faible, mais qui va rapidement augmenter. L'honorable Fopoussi l'a dit tout à l'heure, puisqu'il y aura une migration de l'usage sur le desktop vers l'usage sur le mobile, sachant qu'aujourd'hui, donc sur le taux d'équipement sur le mobilier autour de 65%, et que dans les 65%, il y a à peu près 22% de smartphones. Et puis, tel que je vous l'annonçais tout à l'heure, puisque le prix du smartphone va considérablement diminuer, dans les prochaines semaines, on verra effectivement que le taux d'équipement va énormément monter. Donc ça peut aller très très vite, et il faut pouvoir faire face à cela. Ça peut aller très vite, on peut avoir une estimation oui, effectivement, taux de pénétration à terme. Tout à fait, on peut facilement, au bout de 2 ans, se retrouver à une pénétration de 8%. Si nous partons des projections de Home Télécommunications sur le Cameroun. Mais ce qui est important. Ne tournez pas. Voilà. Ce qui est quand même important de signaler également, c'est que il y a une question de coût qui est également essentielle à ce taux de pénétration. Alors, le coût aujourd'hui, tel que les offres correspondant au lancement de la 3G sont calquées véritablement sur le modèle marketing des offres de la voix.
des offres traditionnelles de la voie. Blaise a évoqué tout à l'heure la découverte en fait, de taux 100 francs le peu moins cher qui permettrait à chaque Camerounais d'aller sur la 3G. Mais bon, d'aller faire quoi? D'aller sur une page Facebook, de lire un mail. Alors, si nous attendons cette révolution, ce changement dans les habitudes, il faudrait véritablement qu'on ait un coup critique, qu'on ait au moins un coup critique qui permet à un jeune. Qu'est-ce que serait le meilleur coup selon vous? Bon, c'est vrai que la notion de coût, pour définir un coût, il y a des paramètres qui rentrent, il y a des paramètres qui rendent les charges et tout, il y a des paramètres qui rentrent, et vous comprendrez comme moi que si les opérateurs ont payé 75 milliards, ils vont vouloir rentabiliser très vite. Vous avez 15 ans pour rentabiliser. Je crois qu'il y a un phénomène qui va se passer, c'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Quand plus ils auront beaucoup d'abonnés, plus les coûts vont baisser. On va voir. Hein. Et puis il y a la concurrence. Hein. Parce que si vous ne baissez pas les coûts, les autres vont baisser. Hein. Non, mais prenez la voie. Il y a quelques semaines, pas plus tard que ça, le Cameroun était l'un des pays les plus chers sur la voie. Aujourd'hui, le Cameroun est le pays le moins cher d'Afrique. Avec la concurrence. Donc, il y a effectivement, c'est des effets de levier. Le 15 francs qu'ils annoncent là. Non, c'est effectivement 15 francs CFA. Bon, on va pas entrer dans le. Je vais organiser une émission si vous voulez sur les opérateurs. Voilà. Vous avez l'application est testée. Vous avez un dernier mot là-dessus avant qu'on vous libère? Oui, le dernier mot simplement, c'est de pouvoir inviter tous les jeunes, tous les entrepreneurs à pouvoir intégrer cette nouvelle dimension, cette nouvelle façon de faire les affaires, parce que. Ça va s'imposer à eux. Hein. Voilà, ça va s'imposer. Ceux qui ne rentreront pas. L'ère du télégraphique est complètement passé pour les organisations. Et les opérateurs, on invite les opérateurs à être plus ingénieux, de ne pas simplement s'intéresser au coût de 100 francs, mais c'est d'accompagner, de permettre aux Camerounais de permettre la créativité, l'explosion des talents, en donnant les possibilités. C'est ça qui va laisser les conclure, parce qu'il parlera de. Non, mais dans ce sens, effectivement. On les invite à être plus judicieux et plus justes dans leurs offres. Si vous voulez offrir une possibilité aux gens, offrez à tout le monde. Si vous voulez que des candidats, par exemple, fassent leur campagne par vos machins, offrez cela à tout le monde, pas simplement à un candidat. Donc, faites très attention. Et que ce qui s'est passé lors des dernières élections présidentielles ne se répète plus. C'est le président de M. Mouté qui reçoit tous les... Donc ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'effectivement, on a là une formidable opportunité qui a ses exigences, à savoir qu'effectivement, pour pouvoir y accéder, il faut être dans une zone de couverture, il faut avoir un téléphone compatible, il faut acheter un pass, mais que ça ouvre un univers de possibilités pour les individus parce que c'est pratiquement infini. Toutes les possibilités que la 3G et la 4G apportent, pour les organisations, ça dope la performance à un tel niveau que ça nous met pratiquement d'égal à égal avec les économies à avancer. Donc pour nous, aujourd'hui, Africains et Camerounais, on dit il y a comme une redistribution des cartes. Et nous, le Cameroun, leader de l'Afrique centrale naturelle, historique et autres, je dis on a là les moyens de repartir à l'assaut de l'économie mondiale. Quand on sait quelle est la créativité des jeunes Camerounais, quand on sait comment les gens sont intelligents dans ce pays, tout ce qui existe déjà et qui aujourd'hui, par les boulevards que va créer la 3G, va pouvoir se retrouver sur la place du monde. On a parlé de proximité tout à l'heure. Google, ok, ils sont forts, mais ce qu'ils vont apporter, ce sont des contenus qui ne résoudront pas les problématiques camerounaises. Si je veux commander le Miondo à côté, ou comme je l'ai dit, demander au Ben Sikin de venir me chercher pour aller faire ma course, c'est une application locale qu'aura peut-être développé le jeune de l'université de Douala. Moi, je prédis qu'il y aura bientôt des jeunes, très jeunes multimilliardaires. Mais absolument. Dans ce pays. Dans quelques jours. C'est ce qui va arriver. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Et c'est ce qu'on souhaite à notre pays. D'accord. Alors, merci. Merci d'avoir accepté d'être nos invités ce soir pour parler de la pénétration, l'évolution de la technologie numérique avec l'apparition de la 3G. Et on espère très bientôt la 4G. Sur tout le territoire national. Si les fréquences sont disponibles. Oui, et que ça marche bien, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit... Il ne faut pas nous ramener à la 2G. Oui, voire même pire. Bon, on va passer à d'autres sujets qui sont un peu plus politiques. On fait une transition, le temps qu'on vous décable. Merci. Transition. Non. On va passer à un autre sujet, hein. Le Cameroun Business Forum, 6e édition, initiée par le gouvernement et la SCFI, la filiale de la Banque mondiale. Il y a
Donc 6 ans, c'était en 2009, les opérateurs économiques du secteur privé et public se retrouvent dans un cadre, un dialogue permanent, permettant bien sûr de booster notre économie. Vous avez l'impression que ce forum-là est utile, parce que je rappelle que c'était le 9 mars encore qu'il y a eu cette rencontre présidée par le Premier ministre, comme on l'a coutumé. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est utile, M. Fopoussi? En principe, c'est très utile. C'est tout le monde qui l'a demandé, aussi bien les opérateurs économiques que les responsables politiques. Vous savez, nous sommes dans une économie libérale, ce qui veut dire qu'il faut une sorte de synergie entre les actions publiques et le secteur privé. Dans ce forum, tout le monde l'a demandé pendant des années. Je me félicite que ces dernières années, les choses commencent à marcher. Je prends pour exemple la dernière loi de finances, dont la confection a tenu compte des observations de beaucoup d'organismes socio-professionnels, pas simplement le GICAM pour ne pas faire leur publicité, mais également d'autres organisations comme par exemple la nôtre, l'Ordre national des conseils fiscaux. Nous avons fait des propositions qui ont été tenues en considération. Donc ce Business Forum, c'est une bonne opportunité pour relancer notre économie. Je souhaite personnellement que le sérieux qu'on constate ces jours-ci continue, parce que jusqu'ici, on avait l'impression que les pouvoirs publics ne percevaient pas l'intérêt, la profondeur de ce truc. Donc je souhaite personnellement que l'élan de nos jours soit poursuivi, parce que notre économie en a besoin. Vous savez, il y a un problème qui se pose à notre économie à l'heure actuelle, c'est le climat des affaires, vraiment. Il n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Je crois que c'est à travers des concertations comme ce forum qu'on peut imaginer des solutions pouvant améliorer ce climat des affaires. Vous semblez être optimiste, mais quand on fait quand même quand on fait un peu le bilan en 6 ans, 198 réformes proposées, 60% des recommandations qui auraient été mises en œuvre, lorsqu'on voit par rapport à l'année dernière, sur les 36 recommandations en 2014, on a un taux d'exécution de 50%, un an après. Monsieur, c'est quand même c'est relativement faible. Hein. Non, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Mais ce qui est vrai, c'est que cette concertation entre le secteur privé, qui est dans toute économie libérale le moteur de développement, et l'administration, qui est l'encadreur de développement, est hautement nécessaire. Cette constatation est nécessaire et elle a déjà des effets bénéfiques. Je prends un exemple simple. Au niveau des importations et des exportations, vous passiez 30 à 40 jours pour opérer une opération d'exportation ou d'importation. Maintenant, c'est ramené à 10 jours. Et l'objectif, c'est d'aller à moins de 7 jours. Nous passons de 40 jours à 10 jours pour toute opération d'exportation ou d'importation. Parce qu'on a créé le guichet unique. Et ça, c'est une innovation qui vient de cette concertation entre le secteur public et le secteur privé. C'est une innovation, le guichet unique, c'est une innovation du guichet unique, de cette constatation secteur privé, secteur public. Il y a beaucoup de choses qui comme je disais tout à l'heure, qui se retrouvent dans les lois. Il y a une amélioration du milieu d'affaires, au Cameroun. Même la Banque mondiale a reconnu. Le classement du Cameroun s'est amélioré par rapport au Doing Business. Hein? Dans le Doing Business, dans le dernier Doing Business, c'est amélioré. Quand vous améliorez de 15 rangs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous ne sommes pas encore les États-Unis, mais ça s'est amélioré. Oui, donc je suis en train de dire que c'est une concertation
qui est nécessaire et qu'il faut toujours améliorer. D'accord. Et c'est d'autant plus que le Cameroun va de plus en plus devenir le pays hub de toute la côte ouest africaine. Moi, j'ai parlé d'importation et d'exportation, des opérations d'importation et d'exportation, parce que avec le port de Kribi, le Cameroun devient le pays hub, le port d'éclatement de toute la côte ouest. Ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est le port le plus profond, à partir de Tanger jusqu'en Namibie. C'est qui a 22 mètres de profondeur. Aucun port n'a cette profondeur. Il faudrait encore qu'il y ait un dynamisme. Non, mais attention, il faut voir. Il y a une bourse de valeur ici. Attention, on sait ce qu'elle fait. Et moi, on a parlé d'un projet. Je parle d'un projet bien précis qui va développer en principe. Pas en principe, c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut voir les investissements qu'on est en train de faire à Kribi, qui tiennent compte de ce que je suis en train de dire. D'accord. Monsieur Wa est justement dans son rôle de défenseur du régime. Je ne défends pas le régime, je parle des réalités. Vous parlez des réalités. Non, c'est-à-dire que vous moi j'ai lu. Moi je parle de ce qui se passe. Moi j'ai lu. Non, vous avez lu, je parle de ce qui se passe. Moi j'ai lu quelqu'un qui a autorité de parler des affaires, du climat des affaires au Cameroun. Dans le quotidien de l'économie hier, monsieur Prouter Yangma accordé une interview où il se plaignait du rythme de réalisation des recommandations. Thierry Ngonga l'a dit tout à l'heure, on a à peine 60% des recommandations qui sont mises en œuvre. Le classement Doing Business, nous avons gagné 10 places. Nous sommes passés de la 168e à la 158e. C'est pas honorable pour le Cameroun sur 189 pays classés. Il y a devant nous des pays comme le Gabon qui n'ont pas le même potentiel que le Cameroun. Il y a des pays devant nous comme la Côte d'Ivoire qui sortent de guerre, qui sortent de crise, mais qui sont mieux cotés dans le classement Doing Business. Donc, il faut prendre en compte ces réalités. En réalité, le forum, le Cameroun Business Forum est une initiative louable. C'est un cadre de concertation entre les acteurs du secteur privé et les acteurs du secteur public. Le problème, c'est que ces recommandations doivent être mises en œuvre par l'État du Cameroun. Or, nous avons une administration bureaucratique, paperassière, procédurière. C'est pour mettre en œuvre une recommandation. Nous passons de séminaires. Votre président national, le président Paul Biya l'a reconnu. Nous avons des séminaires, nous avons des ateliers, on n'en plus fini pour mettre en œuvre parfois une seule recommandation. J'ai parcouru Cameroun Tribune parce que moi je lis beaucoup les articles de la presse camerounaise où on disait par exemple que en 2014 on avait proposé des réformes sur les litiges commerciaux qui n'ont pas été mises en œuvre. Et ça c'est quand un investisseur arrive au Cameroun. On a même créé des structures à côté des litiges commerciaux pour pouvoir régler les litiges commerciaux. De l'arbitrage, hors des tribunaux. Ça a été mis en place. Non. Le système d'arbitrage a été mis en place. Je vous parle. Non, moi je suis dans les milieu d'affaires. Le système d'arbitrage a été mis en place. Moi je vous dis que les hommes d'affaires, les opérateurs économiques qui suivent ces questions au quotidien se plaignent de la mise en œuvre de ces recommandations. Nous avons moins de 60%, qui ont été moins de 50% d'ailleurs, puisque dans le quotidien de l'économie, on nous dit que qui ont été mises en œuvre ou qui sont en cours de mise en œuvre. C'est pas suffisant. Et le classement, on accuse la présidence d'être un goulot d'étranglement. Un goulot d'étranglement. Si je vous disais tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure que c'est le problème de l'administration, c'est-à-dire toutes les initiatives qui sont contrôlées par l'administration, prenez le comice agro-pastoral, suivez les recommandations qui ont été dégagées par les experts, par les ONG agricoles et tout cela, vous allez voir qu'il y a toujours des goulots d'étranglement, soit parce que nous avons une administration procédurière, soit parce que les fonctionnaires en charge de mettre en œuvre ces recommandations ne trouvent pas toujours leur compte. Or, vous savez qu'au Cameroun, quand le fonctionnaire n'a pas son intérêt direct, il ne réagit pas. Qu'est-ce que les hommes d'affaires veulent? Ils veulent un cadre juridique serein, c'est-à-dire que s'ils ont des problèmes, qu'ils puissent les résoudre sereinement, et ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est l'énergie électrique. Nous avons encore à ce jour des problèmes d'énergie électrique. Le Cameroun, ce n'est pas Yaoundé, ce n'est pas Douala. Un investisseur qui va à Djoum, à Mintom, je ne sais pas moi, quelque part ailleurs au Cameroun, est-ce qu'il a l'énergie électrique?
C'est ça les véritables, enjeux. C'est ça les véritables enjeux. Vous êtes en train de vous équiper. On est en train de le faire. Vous ne pouvez donc ça ne vient pas du jour au lendemain. Hein. Exactement. Ça n'est pas comme c'est pas un coup de baguette magique. C'est des investissements qu'on est en train de réaliser. Vous ne pouvez donc pas. Monsieur, on est en train de réaliser des investissements. Vous ne pouvez donc pas présenter aux Camerounais dans cette émission, dire que tout va bien, nous avons le Cameroun va bien. Voté cela. Le Cameroun va bien. C'est pas comme ça, non, vous avez la preuve, vous y venez tout le temps. De prospective. Vous y venez tout le temps. Si le Cameroun n'allait pas bien, vous n'y viendrez même pas. Je viens au Cameroun, mais je constate sur place que ça ne va pas. Vous avez fait preuve de manque de prospective. Les problèmes d'énergie électrique, les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes d'accès à Internet, tous ces problèmes. Tout ça s'améliore. Tout ça s'améliore. Monsieur Moutet, le constat est clair. Le rythme est très mauvais. La Côte d'Ivoire qui sort de guerre devance le Cameroun, devant le doing business, le Gabon et d'autres pays qui n'ont pas le même potentiel que le Cameroun. S'il vous plaît, alors. C'est un constat, c'est clair. Monsieur Moutet, alors, dans le rapport cette année, si l'accent était quand même mis sur la présidence, hein, qui constituerait l'un des pôles de blocage du processus de mise en œuvre des réformes structurelles, c'est quand même un paradoxe parce que la présidence est censée appliquer les recommandations du président. Et quand on accuse la présidence d'être l'un des points de blocage, il y a un problème. Oui, disons que, pour revenir un peu à cette commission, je crois que c'est un outil de travail qui est important et bien pour l'évolution de notre pays, les concertations régulières entre les administrations, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires et autres. Évidemment, la mise en place des recommandations va éviter, c'est un peu mitigé, et je crois que c'est pas la faute à un individu, mais ça doit être la faute au système. Parce que vous savez, le secteur privé est un secteur où les gens prennent le risque facilement, décident vite, parce que le temps c'est l'argent. Le secteur public a un personnel qui fonctionne un peu en essayant de prendre trop de précautions. Et en prenant trop de précautions, on peut devenir lent à réagir. Et quand on est lent à réagir, ça peut faire perdre beaucoup de choses aussi. Donc, je crois qu'il y a un juste milieu à essayer de donner à cet outil de travail pour que les uns et les autres, que le Cameroun bénéficie à fond de cet outil qui est un outil vraiment qu'il faut renforcer, améliorer dans le fonctionnement et que le Premier ministre ne vienne pas seulement pour présider une séance et partir, qu'il soit régulièrement sur le terrain pour s'assurer que les résolutions, les recommandations faites sont en train de prendre corps. Donc, je pense que une solution viendrait peut-être d'un mélange entre les personnes, les personnalités du public et du privé dans le fonctionnement de cette commission-là, pourrait aider facilement à aller plus vite dans la mise en œuvre des recommandations. Parce que quand on prend, je ne sais pas, on peut 50% des recommandations, alors que quelque part, c'est le secteur privé qui crée la richesse, le secteur privé qui crée les emplois. Si ce secteur n'est pas libéré, de façon à ce que les balourds qui l'empêchent de prendre des décisions importantes, qui l'empêchent d'évoluer, parce que quelque part, mon camarade a pris l'exemple du guichet unique, qui est une très très bonne chose. C'est pareil au niveau du ministère des petits PME et PMI, hein, où on a, voilà, en 3 jours, qui sont simplifiés. En 3, c'est tellement simplifié et c'est bien. Et c'est un test que moi je suis en train de faire. En 3 jours, effectivement, vous avez les papiers pour votre entrée. Ça c'est bon, ça évite de rencontrer beaucoup d'individus dépourvus de scrupules qui vont essayer d'avoir des dessous de table et empêcher les opérateurs de s'investir. Donc cet outil doit être amélioré et les recommandations, les propositions faites par les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, c'est le secteur privé qui crée les emplois, qui crée la richesse. Il faut aller dans le sens d'enlever tous les goulots d'étranglement. C'est vrai que bon, dans le fonctionnement structurel de notre pays, la présidence a un rôle assez important. Hein, parce que, un rôle central. Un rôle central, parce que quelque part, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être décidées en dessous, tout simplement parce que il y a des questions de souveraineté. Il faut regarder un peu partout avant de prendre une décision, mais il ne faut pas traîner dans la manière de regarder ce qu'il y a à faire. Le problème, il est là, c'est les hommes, c'est les individus, chacun à sa vitesse, et je crois qu'un mélange des gens qui sont, entre guillemets, des procéduriers et des gens qui savent décider vite, je crois qu'un mélange va diluer l'ensemble et permettre qu'on puisse aller un peu plus vite. Terminer là-dessus. Thierry, autant je vais dans la même ligne que l'honorable, parce que tout à l'heure, autant j'ai loué la disponibilité des uns et des autres maintenant, autant il faut avoir le courage de constater
que cette disponibilité ne garantit rien pour le moment parce que ne garantit pas l'efficacité. Notre gestion souffre de deux mots fondamentaux. Premièrement, l'inertie. Vraiment, c'est un mot qu'on n'arrive pas à expliquer aux Camerounais, mais c'est très profond. Rien ne bouge nulle part, et surtout là où ça devait bouger, au cœur même du pays, et c'est le problème de la présidence, c'est probablement le plus grand goulot d'étranglement en matière de décision économique. Il y a l'inertie et il y a la corruption terrible. Voilà les deux. Tant qu'on n'agit pas sur ces deux éléments, on tournera sur place. Nous gagnerons quelques petits points au Doing Business, mais on rechutera les mois suivants, tout simplement parce que ces deux mots-là, tant qu'on ne s'y attaque pas, on n'aura pas les résultats obtenus. Le gouvernement actuel donne l'impression d'avoir de la volonté, mais est-ce que rien ne garantit que les décisions qu'il vient prendre avec les opérateurs économiques arriveront jusqu'au niveau de la décision à cause de l'inertie de la corruption? Donc, si on met tout ça dans la malgouvernance, je peux dire que c'est la malgouvernance. Mes amis se sont réjouis tout à l'heure qu'en 3 jours, on crée une entreprise. Mais mon ami, dans la malgouvernance, quand vous venez, même si tu as la décision, tu ne bougeras pas. Dès que tu iras demander le moindre petit service administratif, les malheurs vont commencer. Il a parlé du port en eau profonde de Kribi qui sera probablement... Mais si ce port connaît les mêmes problèmes d'engorgement que le port de Douala, je nous souhaite bon plaisir. Donc, le mal absolu de la gouvernance au Cameroun à l'heure actuelle, c'est l'inertie et la corruption. Et tant que ces deux mots ne sont pas vigoureusement attaqués, et surtout par le régime RDPC, qui lui-même sécrète ces deux éléments, tant que ce régime-là lui-même ne se mettra pas à combattre ce mal qu'il a créé lui-même, rien n'avancera. On tournera sur place. C'est le RDPC qui a créé la corruption. Monsieur Wonko, il en a fait un instrument de gouvernement. Alors, répondez parce qu'on vous accuse là. Non, ça c'est trop facile. On dit que le palais bloque les choses. Non, le palais ne bloque rien. Parce que le Premier ministre qui est chef de gouvernement, moi je veux pas. Il est chef de gouvernement. De quel gouvernement? Chef de ce gouvernement. Il n'est pas chef de gouvernement. Il n'est pas chef de gouvernement. Non, ou bien nous on est au Cameroun ou on est ailleurs. Hein? Il ne représente rien. Donc il prend des propositions. Il est incapable de faire suivre l'application des... C'est le premier des ministres protocolairement, c'est tout, ça s'arrête. Ah bon? Oui. Bon, donc ça ne vaut donc pas la peine qu'il vienne là. Parce qu'il est Premier ministre, il prend des engagements et il doit faire suivre l'application des résolutions qu'il prend. Alors c'est son travail, parce que c'est trop facile de dire la présidence. Vous savez comment fonctionne l'administration au Cameroun. Quand le dossier arrive à la présidence, il est déjà finalisé. Combien de dossiers n'arrivent pas à être finalisés en un an pour arriver à la présidence? C'est ça le problème, parce que... C'est très beau de dire la présidence, parce que quand... il a parlé tout à l'heure du comice. Qui a fait les recommandations au comice? Le président. Il y a certaines recommandations que le président a faites au comice qui ne sont pas encore appliquées, qui doivent être appliquées par les départements ministériels qui prennent du temps. Mais les applications, ils sont initiées, les décisions sont initiées, préparées au niveau des ministères, centralisées au niveau du Premier ministre, envoyées à la présidence. Vous pensez que les décisions là sont là-bas, elles ne sont pas appliquées? C'est faux. C'est faux. L'inertie vient de la base, de tout un commun. Tous les fonctionnaires ne sont pas des députés. La morale vient d'en haut. La morale vient d'en haut. La morale ne vient pas de bas. Je crois que la personne qui a dénoncé le plus l'inertie au Cameroun, c'est le président de la République. Qui est la source principale de l'inertie au Cameroun. Pas du tout, vous n'êtes pas au Cameroun. Moi, je prends 2 exemples, monsieur Wonko. Vous dites n'importe quoi. Le département du Foundi a fait 4 mois sans préfet en 2010. Le président de la République n'a pas pris un décret nommant un préfet.
Mais Dans ce pays, mais il y a un premier adjoint. Le préfet en adjoint. Non, c'est pas une Il raison. assume, il est là pourquoi? Ce n'est pas une raison. Le préfet adjoint est là pourquoi? Ce n'est pas une raison. Deuxième chose. Vous criez pour rien, ça empêche de faire quoi? Le président Ça empêche de faire quoi à Yaoundé? principal de l'INESI au Cameroun. Deuxième chose, nous avons vu dans ce pays un sous-préfet qui a été nommé alors qu'il était décédé depuis 9 mois. Ça veut dire que le ministre de l'administration territoriale avait préparé le décret. C'est le président qui devait signer. Si. Le président n'a pas signé depuis au moins 9 mois. C'est le président soit il était en villégiature. C'est le président qui propose le propose le sous-préfet. Je vous dis tout à l'heure que le ministre de l'époque avait préparé le projet de décret. Vous racontez des choses que vous ne connaissez même pas. Mais monsieur Bongo, vous racontez n'importe quoi. Moi, vous parlez. Est-ce qu'un sous-préfet dans ce pays n'a pas été nommé 9 mois après sa mort? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous dit que le document est resté 9 mois sans être signé? Mais il était mort depuis 9 mois. Ça veut dire que le projet de nomination était prêt à la présidence de la République depuis au moins 9 mois. Et pourquoi le ministre en question n'a pas remplacé le sous-préfet mort? Vous racontez n'importe quoi. Monsieur Wankor, le président de la République signe des projets préparés par ses responsables. Quand son responsable prépare un décret, s'il n'a pas le temps de signer, le président de la République connaît tous les sous-préfets qu'on nomme. Le président connaît tous les sous-préfets qu'on nomme. Lui fait donc un an, il ne signe pas les décrets. Il ne signe pas les décrets. Et voilà, le Fungi en 2010, ça fait 4 mois sans préfet. Et parce que le président n'a pas eu le temps de signer. Voilà. La source de l'énergie, c'est la présidence de la République. Transition. Bon, alors, attendez. Là, le plus grand boulot d'étranglement, c'est la présence. S'il vous plaît, attendez. Bon, vous racontez n'importe quoi. vous commencez comme ça. C'est le plan le même qui dénonce l'INES. S'il vous plaît. Moi, je ne veux pas me mettre à attaquer les gens à la télé. Mais je vous dis que les dossiers ne restent pas à la présidence. Les dossiers ne restent pas à la présidence. C'est le signe de son impuissance à contrôler un système qu'il a créé lui-même. Monsieur Wankor et monsieur Fopoussi, s'il vous plaît, j'ai fait une transition, donc ça signifie que ce thème-là est terminé. Mais vous m'inquiétez parce que on parlait d'économie et vous êtes déjà comme ça. Si on parle de la santé, ça va devenir quoi? Qui donne le sujet de l'économie, il dit n'importe quoi. Attends, s'il vous plaît. Attends. Il n'y a pas monsieur Wankor qui défend n'importe quoi. J'ai dit que le Cameroun économiquement se porte bien. Même l'indépendant. Le Cameroun économiquement se porte bien. C'est-à-dire que c'est pas s'il vous plaît, monsieur Wankor et monsieur, coupez-moi le micro parce que je crois que c'est la solution. Encore que je ne sais pas si ça va suffire. Bon. S'il vous plaît. Oui. On est passé à un thème. Et là, je veux paraphraser le ministre de la Communication, qui a bien résumé la situation. C'est pas moi qui parle. C'est le ministre de la Communication. Alors, il dit le 13 mars dernier, le journal français Le Monde a publié dans son édition en ligne un article faisant état de ce que le couple présidentiel camerounais actuellement en séjour privé en Europe serait en fait en but à de graves problèmes de santé qui l'auraient amené à consulter des spécialistes, notamment en Suisse pour ce qui est du chef de l'État et en France, en ce qui concerne la première dame. Alors, pris en flagrant délit de fausses nouvelles, le journal français a, à 3 reprises, modifié le même article, dans la première version duquel il avait commencé par affirmer que le couple présidentiel avait quitté le Cameroun séparément, alors qu'au vu et au su de tout le monde, le président de la République et Mme Chantal Biya avaient embarqué ensemble dans le même avion le 1er mars 2015 à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Le gouvernement de la République du Cameroun apporte un démenti catégorique aux allégations abjectes et malveillantes proférées par le journal Le Monde. Le gouvernement camerounais dénonce la désinvolture et le manque de professionnalisme affiché par ce journal à la réputation et à la notoriété jusque-là établie. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya et son épouse, se trouvent actuellement en séjour privé en Europe et leurs états de santé respectifs n'appellent aucune préoccupation. Le président de la République et la première dame se portent parfaitement bien. Ça, c'est le point de presse du ministre de la Communication donné, je crois, hier lundi. Après, donc, le journal est... Réaction, M. Moutet. Disons que
ce journal, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a derrière, comme on dit dans notre pays, que ce journaliste a derrière la tête en faisant cet article, en commettant cet article. Mais ce qui est sûr, c'est que nous tous qui sommes sur la terre, nous sommes des malades que on ne se connaît pas. Qui n'est pas malade? Tout le monde est malade, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, que ce soit un chef d'État et qu'on veut présenter ça comme si c'était un handicap pour diriger le pays ou bien pour pousser les gens, les uns et les autres, à aller à penser que le chef d'État n'est plus apte à assumer ses fonctions. Je crois qu'il est allé un peu trop loin. Il y a eu beaucoup de légèreté. J'ai lu cet article, effectivement, 2 ou 3 fois. L'article a changé sur le site. De l'affirmation claire, nette et précise. Et on est passé au conditionnel, on ne savait plus trop combien, ce qui se passait. Donc, je crois que ces gens-là ont peut-être d'autres idées derrière la tête, qui nous laissent notre président tranquille. Parce que nous n'avons pas de problème avec lui. Ce président est un président qui fait correctement son travail. Et d'abord, il ne sait peut-être pas ce journaliste que le président est issu d'une famille où les gens vivent très longtemps. En 2004, en 84, c'est en 84, c'est ça? 2004. En 2004, il y en a qui l'annonçaient mort, qui l'ont donné mort, hein. Il est toujours là. Et nous, on a l'occasion, chaque fois que on peut arriver au palais le 20 mai ou à d'autres occasions, on a l'occasion de le voir en face. C'est quelqu'un qui est quand même, pour son âge, en très bonne santé. Nous connaissons beaucoup de jeunes qui sont à la cinquantaine, soixantaine, qui n'arrivent pas à faire ce qu'il fait. Il faut aller voir le sport quand il fait le sport. C'est pendant des heures. Pendant des heures, il fait du sport. Il y a des gens de moins de 60 ans qui n'arrivent pas à faire ce sport-là. Donc je crois que ces gens ont d'autres idées à la tête. Qui nous laisse notre président, c'est nous qui l'avons mis en place. S'il doit partir un jour, c'est nous qui allons le faire partir. C'est pas les réseaux sociaux, c'est pas les journalistes tapis, c'est pas les Jeunes Afrique, c'est pas Boko Haram. Le président bien est là parce que le bon Dieu a bien voulu qu'il soit là. Et quand il sera plus là, ce sera au bon Dieu de décider. Et les Camerounais, c'est pas des journalistes étrangers qui vont nous pousser. Les Camerounais, si ces journalistes étaient un tout petit peu intelligents, ils vont se rendre compte que chaque fois qu'ils essayent d'agresser, de taper sur le chef d'État, c'est comme un seul homme, tous les Camerounais qui se mettent à soutenir le président. Au contraire, je crois que même s'il y a une élection demain, le président n'a pas besoin de campagne pour gagner cette élection. Je crois que, quelque part, il y a peut-être des gens comme l'honorable qui n'est jamais d'accord avec tout ce qui se dit, c'est vrai, mais c'est normal, un pays est fait de tout ça. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais je pense que le président n'a pas ce type de problème, et ce journaliste, je crois qu'il a des problèmes, et on ne devrait pas continuer à lui donner autant d'importance. Parce qu'on fait sa publicité en fait. Si on continue on n'aurait pas dû réagir, n'est-ce pas? On n'aurait pas dû réagir, on devait laisser tranquille. Et on dit souvent en français, il faut laisser les petites choses mourir de leur propre poison. Ce monsieur, c'est un poison, il doit mourir comme un poison. Monsieur Oumfa. Oui, j'ai lu comme vous cet article qui a été modifié à plusieurs reprises, je ne reviendrai pas là-dessus. Non, revenez quand même, c'est crédible parce que c'est quand vous modifiez quand même 4 fois un article. De toutes les façons, l'information principale, à savoir que le président de la République s'occupe des problèmes de santé, n'a pas été réellement démenti. Le ministre peut dire ce qu'il a dit, mais rien ne nous dit que le président n'a pas été... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi dans nos pays, les ministres de la communication se sentent... On nous a dit que c'était un voyage privé du président de la République. Et c'est un communiqué du directeur du cabinet civil qui a annoncé ce voyage. Donc je ne sais pas de quoi le ministre de la communication se mêle. En principe, c'est le cabinet civil qui devait réagir à cet article, qui devait faire peut-être un droit de réponse, comme ça se fait. M. Tiroma, en réunissant la presse nationale et internationale, a donné davantage un écho à quelque chose qui n'aurait pas dû l'être. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que le président de la République a 82 ans. 82 ans, d'ailleurs, l'honorable disait, c'est normal, d'ailleurs, nous sommes tous plus ou moins malades. Donc, que le président soit malade, ce n'est pas en soi un événement. En 2009, le président Nicolas Sarkozy a été hospitalisé. On a vu des journalistes français autour de son hôpital, on a vu des paparazzis, on a vu toute une mobilisation. Quand il est sorti, c'était un événement. Donc, que nos chefs d'État aillent se soigner en Europe, ils doivent savoir que là-bas, c'est une tradition. Le président Bouteflika était récemment en France, vous l'avez suivi, la presse française en a fait l'écho. Quand même les personnalités publiques, les rockstars comme Michael Jackson, quand ils sont malades,
il y a toute une mobilisation. Donc, ce n'est pas en soi un événement. Dans ces pays-là, c'est une tradition. D'ailleurs, il y a eu des livres qui ont été, j'en ai d'ailleurs lu un, le livre de Pierre Accroche et de Pierre Nenskine, qui a écrit Ces malades qui nous gouvernent. Il y avait la photo de François Mitterrand et de plusieurs autres présidents. Donc, dans ces pays-là, la maladie d'une personnalité publique devient une affaire publique. Donc, il n'y a pas de mal à cela. Le président a 82 ans. Il a probablement des soucis de santé. D'ailleurs, quand on l'a vu récemment au sommet qui a été organisé à Yaoundé, physiquement, il a 82 ans, c'est normal qu'on soit diminué. Donc, le ministre de la Communication est sorti de son rôle parce qu'il ne devait pas parler de ça. C'est une affaire privée. C'est le président du déplacement privé, c'est le directeur du cabinet civil qui devait en parler. Mais en plus, ce n'est pas un événement que le président qui fasse un check-up, par exemple. Dans quelques jours, le président Mugabe ira au Japon, mais il fera un tour par Singapour, comme d'habitude, pour faire un bilan de santé. Et il n'y a rien de sorcier à cela. Donc, M. Chiroma, une fois de plus, a donné une ampleur à une affaire qui ne devait pas. On l'attendait sur d'autres dossiers. Par exemple, Jeune Afrique nous a appris que notre compatriote, le docteur Guéradibara Goulongo, a disparu. Et c'est une accusation très grave pour le Cameroun qui se dit un état de droit. On nous disait tout à l'heure, M. Wanko nous disait que le Cameroun est un pays de liberté. Voilà un compatriote qui a disparu. On accuse nos forces de sécurité de l'avoir fait disparaître et de l'avoir même éventuellement assassiné. Ce genre d'accusation devait faire donc l'objet d'une communication du gouvernement. Voilà autant d'accusations qui mérite une sortie médiatique de M. Chiroma, mais pas un problème de santé et qui est une affaire privée du président. Sur l'information qui a été donnée... Il ne faut pas déformer ce que M. Chiroma a dit. M. Chiroma n'a pas dit qu'on ne peut pas. Il a dit, le journal dit, le président Biya doit se faire opérer d'une prostate cancéreuse, qu'il a un cancer de prostate. Il réfléchit. Et il réfléchit s'il va accepter ou non. C'est ça le problème. Parce que, est-ce que cette information, est-ce qu'elle est fondée, est-ce qu'elle n'est pas fondée? Est-ce qu'il y a plus de secret médical dans ce pays? Quelqu'un va faire un check-up, tout le monde le fait. On fait même le check-up au bébé. Non, acceptez que les autres parlent. S'il vous plaît. C'est ça la démocratie. Hein? C'est ça que nous on fait ici. Hein? Nous on laisse les autres parler. Non, le débat c'est que il faut accepter l'opinion de l'autre. Et pour l'accepter, il faut l'écouter. Quand on vous écoutez les autres. D'accord. On vous apprend à vivre dans la démocratie au Cameroun. Pas ce que vous faites là-bas dans les réseaux sociaux. Alors j'étais donc en train de dire que ce n'est pas le fait de dire que le président allait faire un check-up qui fait problème. C'est de parler d'un cas de maladie dont il n'a pas les preuves. C'est ça le problème. Vous dites que oui, quand le président Mitterrand, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que j'étais étudiant d'ailleurs, quand il était élu, quand il était dans l'opposition, je l'ai vu devenir président, j'étais enfant, j'avais beaucoup d'admiration pour lui, personnellement. Quelque temps après sa première élection en 1981, on a détecté un cancer de prostate. Personne n'en a parlé. Jusqu'à 1 an avant la fin de son 2e mandat. Personne n'en a parlé. Et toute la presse française, là, peut-être était au courant, mais ils n'en ont pas parlé. Ils étaient au courant, ils n'en ont pas parlé. Ce qu'ils ont fait là, c'est ce qu'on appelle les oiseaux de mauvais augure. C'est ça les oiseaux de mauvais augure dont parlait le président. Il va arriver cette semaine. Il va rentrer cette semaine. Le président n'est pas malade. C'est ça le problème. Le président Biya n'est pas malade. Même à mon âge, je fais le check-up. À un âge plus jeune que moi, on fait le check-up. Même à un bébé, on peut faire le check-up. Aller faire un check-up n'est pas une maladie. Il commence à raconter sa vie. Il modifie son article 4 fois. C'est ça, c'est manquer même d'égard au Cameroun. Ça, c'est de chercher à déstabiliser, à attaquer un pays pour, je ne sais pas pour quel intérêt. Un journal comme le journal Le Monde, pour qui j'avais beaucoup de respect, pour qui je reconnaissais une certaine notoriété, publie un article, publie une information sans la recouper, ce qui est le b.a.-ba du journalisme, sans vérifier l'information, sans la traiter
avant de la publier, on la modifie 4 fois sur le site. Ça veut dire que les gens même qu'ils utilisent pour faire ce réseau ne sont pas sérieux. Le monde a raté une occasion de confirmer sa notoriété. Soyons sérieux. Vous pouvez ne pas aimer le président Biya, c'est votre droit. Tout le monde n'est pas obligé de l'aimer. On n'est pas obligé d'être de son camp politique. Mais c'est le chef de l'État du Cameroun. On ne doit pas parler de lui avec autant de... C'est une institution. C'est notre président de la République. Ils ne parlent pas de leur président en ces termes-là. C'est ça le problème. C'est ça qu'on appelle les oiseaux de mauvais augure. C'est-à-dire ces Occidentaux qui nous infantilisent, qui nous prennent pour des enfants, avec des... Laissez-moi terminer. Avec des attaques malveillantes, des propos injurieux, parce qu'ils nous prennent pour des demeurés. Nous ne sommes pas des demeurés. Si je le dis à la France et aux Français qui sont avec le monde, qui se comportent comme ça. Parce que ça, c'est le néocolonialisme. Parce que c'est les Africains, il faut les traiter comme des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des demeurés. Et c'est ça mon problème. Mon problème n'est pas que le journal. Que, j'ai dit, le président Mitterrand a fait 14 ans de mandat. Ces journaux-là, le monde en tête, savaient bien que le président Mitterrand était malade. Ils n'ont jamais parlé de ça. Si vous pouvez nous apporter la preuve de ce qu'il a dit, ça c'est pour chercher à créer le trouble au Cameroun. En disant, voilà, le Cameroun est en guerre, le président là, il ne peut pas faire parce qu'il est malade. Ça c'est chercher la petite bête. Ça c'est des moyens des moyens de déstabilisation. C'est ça les oiseaux de mauvais augure. Quand on vous demande de ne pas écouter, c'est ça le problème. Bon. Le problème à ce niveau-là. Et ce n'est pas la première fois. De plus en plus. Sans te couper. De plus. Faut pas s'il te plaît. Ce n'est pas la première fois. Paris disait en 2004, ils ont fait la même chose. Avant que le président vienne inaugurer. Attends, c'est pas la même chose. Avant que le président vienne inaugurer. On m'a donné la parole. Je t'ai respecté quand tu bavardais. Maintenant, voilà, c'est moi qui ai la parole. Oui. Je disais simplement que vraiment, c'est maintenant qu'on comprend pourquoi M. Biya a tant de problèmes. Parce que s'il n'avait pas hérité d'un système solide, s'il n'avait que le RDPC, il aurait tous les problèmes du monde. Vous le défendez très mal. Très mal. Le problème n'est même pas là. Pourquoi à chaque coup vous pensez qu'on voulait vous chasser, qu'on voudrait vous chasser du pouvoir? Pas nous chasser. Le NDP sent toujours que on n'a pas peur. C'est pas le monde qui va nous chasser du pouvoir. C'est moi qui parle. Non, c'est pas le monde qui va nous chasser du pouvoir. C'est moi qui parle. Mais c'est pas le monde qui parle. C'est le peuple camerounais, c'est pas le monde. Je ne suis pas du monde. C'est pas le monde. Je ne suis pas du monde. Le monde, c'est d'ailleurs votre ami. Non, c'est pas le monde. Rien que l'année dernière, en 2014, M. Chiroma a donné plus de 500 millions au monde. Non, pour publier des encarts publicitaires. Tu as la preuve. Il ne faut pas rapporter n'importe quoi. Tu sais que c'est pas moi. Tu sais que c'est pas moi que tu m'as menacé sur un plateau. Non, c'est pas ça. J'ai avancé le truc. Non, tu n'as pas n'importe quoi. Je dis que l'année dernière, ce monsieur qui grésille là, il a donné plus de 500 millions au monde. Bon, ça, répondez aux préoccupations des Camerounais. Les Camerounais aiment bien leur président et ils aimeraient savoir où est leur président. Répondez à ça. Nous sommes l'un des rares, si ce n'est le seul pays au monde où on ne communique pas sur les déplacements du président de la République. Vous vous moquez de 20 millions de Camerounais. Les 20 millions de Camerounais aiment leur président. Monsieur Woko, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Si tu ne veux plus qu'on parle, dis-moi. On arrête. Parle. Bon, je te dis que les Camerounais, tu n'aimes pas M. Biya plus que les autres 20 millions de Camerounais. Les Camerounais aiment leur président. Vous aussi, n'est-ce pas, monsieur? Et c'est pour ça. C'est monsieur le président de la République. Son élection a posé des problèmes, mais il est là. Qu'est-ce que tu veux? Nous nous battons pour qu'il y ait un système électoral juste. Mais en attendant. Mais il a pris le pouvoir en otage. Vous voulez qu'on fasse quoi? On vous a battu. Mais monsieur, moi aussi j'aime le président de la République. J'aime. Écoutez, monsieur, je suis Camerounais. Je voudrais savoir où est celui qui me représente. Le président de la République représente tout le monde. J'ai beau être opposant, je suis opposant au Cameroun.
dont le président de la République me représente moi aussi, M. Thierry Ngogan. Donc, ne croyez pas que parce qu'on est opposant, on n'aime pas la République, parce qu'on est opposant, on n'aime pas le président. Non. D'accord. Son élection, c'est un autre problème. Et quand ça se pose, on le règle sur place. Maintenant, qu'il est là, qui nous représente au moins. Dans les Camerounais, c'est le seul pays où on refuse de communiquer sur le déplacement du président. Dans d'autres pays, lorsqu'un président se déplace, on sait où il va, on sait qui il va rencontrer, à quelle heure il va rencontrer, on connaît ce qu'il a. Au Cameroun, on se mord de 20 millions de Camerounais, on dit le président de la République quitte le Cameroun pour un court séjour. Alors, monsieur, lorsque vous communiquez mal en politique, on communique pour vous. Vous communiquez mal, les journaux vont toujours communiquer pour vous. Et puis, quand vous ne... Attendez. Et puis, quand vous ne maîtrisez pas les arcanes du journalisme, ne vous mettez pas à insulter les journaux. Vous savez, lorsqu'un journal ment, mais là, vous savez comment. Oui, mais vous savez comment vous deviez réagir. Non, un droit de réponse ou porter plainte. Non, au lieu de faire un droit de réponse, au lieu de porter plainte, vous trompez les Camerounais. Vous allez insulter lui-même, c'est ridiculisé. Vous insultez la France. Même c'est ridiculisé. La France que vous insultez, c'est elle qui vous a mis au pouvoir en 92. On n'a pas insulté la France. Nous avons gagné les élections présidentielles et la France vous a maintenu au pouvoir. Maintenant, vous l'insultez parce que probablement, vous n'êtes pas le parti qui est au pouvoir en France. Peut-être que vous n'êtes pas en phase. Mais, monsieur, la France, c'est la France qui nous a maintenus au pouvoir. C'est pas nous les opposants. Si la France est l'ami de quelqu'un ici, nous ont élus. Nous sommes au pouvoir, les Camerounais. Vous avez fraudé. On n'a rien fraudé. Vous fraudez. On n'a rien fraudé. Permettez-moi de vous accompagner. On a fraudé. Il me divertit. Mais le fond de l'histoire, c'est que le RDPC ne sait pas communiquer. Et vous ne communiquez même pas pour votre propre président. Et vous confondez la communication et la propagande. Vous envoyez un monsieur tout le temps débiter de mensonges à la télé sous prétexte qu'il communique. C'est pas ça de la communication. Communiquer veut dire passer le message et recevoir. Vous ne passez pas, vous ne recevez pas. Donc vous restez bloqué dans votre logique totalitaire. Ça se retourne contre vous. Avant, M. Moudé. Oui. Vos propres amis sont en train de tirer sur vous. Et maintenant, vous êtes hors de vous. Le monde, je vous donne. Et d'ailleurs, c'est vos amis. Je m'inscris dans la même logique. C'est vos amis. Et M. Ouankor, qui représente le RDPC ici. C'est vos amis. Je lui pose simplement deux questions. Les téléspectateurs nous regardent, M. Ouankor. Le président de la République. Non. Le président de la République est sorti du Cameroun. Où se trouve, dans quel pays se trouve-t-il actuellement et quelle est la durée de son séjour? C'est-à-dire, quand est-ce que le président de la République va rentrer? Répondez aux téléspectateurs. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein, non, je veux dire, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Où est le président? Simplement qu'il n'est ni mon maître, vous ne êtes ni mon maître, ni mon pour me poser un cas. Vous n'avez aucun droit de poser. Voilà. Alors, donc on a compris. C'était mon temps de parole. Je voulais juste que M. Ouankor, qui les téléspectateurs ont compris. Donc, en réalité, et M. l'honorable Fopoussi a raison, c'est que c'est un problème de communication qui se pose. Et le RDPC, de toutes les façons, l'État RDPC, le gouvernement RDPC, puisque le RDPC c'est l'administration, c'est toute cette machine, n'aide pas véritablement le président. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne sait où il est. On nous a dit une visite privée en Europe. L'Europe, c'est pas un pays. L'Europe, c'est au moins 25 pays. Donc on ne sait pas, puisque dans l'article, on nous dit qu'on a aperçu Mme Chantal Biya en France. Non, elle est partie avant. Non, c'est votre article a été modifié. L'article a été modifié. On nous dit qu'elle se trouve en France. Donc, la France, c'est l'Europe. La France, c'est l'Europe. Donc, c'est une probabilité. En réalité, dans ce pays, le problème dans ce pays, c'est que non seulement ils communiquent mal, mais ils ont du fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, c'est que le président est allé en Europe pour des raisons médicales. C'est vrai ou dans ce pays, on a mystifié et on a mystifié le président. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand on nous dit que
Monsieur Wonko m'accusait tout à l'heure de lui arracher la parole. On a fait l'économie de ce que vous voulez dire. Je vais dire une chose. Moi, je pense que quand je vois l'honorable et puis Oufa, qui est un activiste dans les réseaux sociaux, je me rends bien compte que ça va comment une république fonctionne. Nous, RDPC, on est au pouvoir, on sait comment une république fonctionne. Dans la communication présidentielle, il y a des voyages privés, il y a des séjours privés, il y a des séjours officiels, il y a des visites d'État, il y a plusieurs façons pour un chef d'État de sortir du pays. Là, c'est un séjour privé. Et on a bien dit séjour privé. Juste un petit communiqué. Il n'a pas besoin de dire oui. Il n'a pas besoin de dire oui pas. Quand Sarkozy, quand Hollande, quand, je sais pas, Obama part en congé, quand il prend des jours de quoi, il ne parle pas. Le président Obama interrompt, il y a des problèmes majeurs. Alors quand le président sort, quand le président, quand le président sort pour une visite officielle, pour une visite d'État, chaque visite a son niveau protocolaire. Et le programme est connu d'avance. Donc quand vous dites qu'on communique mal, je ne sais pas. C'est peut-être vous qui ne comprenez pas la communication présidentielle. Parce que vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne comprenez pas ces choses-là. Même pas du tout. On communique, on vous a dit, le président est parti. C'est très compliqué. Vous avez des réflexes totalitaires, vous vous contentez de la propagande, vous croyez que vous... Bon, alors, monsieur Tiroma, je m'excuse de... C'est vrai que... visite privée, monsieur Tiroma n'avait pas... D'accord, vous avez compris, monsieur Oumfa. Mais il dit, parce que j'ai beaucoup aimé son speech d'hier, sa sortie. Il dit ceci. Oui, je suis libre d'aimer. Vous aimez le président. Moi, je suis aussi libre d'aimer le discours de M. Oui. Il dit, le chef d'État du Cameroun s'est ainsi posé en gardien jaloux de cette fortune nationale. Ça, c'est entre autres choses. Hein. Ouais. Que des forces embusquées et tapies dans l'ombre cherchent obstinément à le déstabiliser et partant à détruire notre nation tout entière. Donc pour M. Tiroma, et chaque fois qu'il y a ce genre de problème, il le répète. Oui, mais je veux dire que s'il en parle comme ça, forcément, au niveau de haute autorité de l'État, il va certainement avoir des informations qu'il y a des forces donc embusquées et tapies dans l'homme qui cherchent à déstabiliser pour s'accaparer des richesses nationales. C'est une petite remarque. Oui. M. Tiroma doit savoir que les forces embusquées tapis dans l'ombre, qui cherchent à renverser le président de la République, c'est les rapaces autour de lui qui pillent l'État, qui ruinent le Cameroun et qui paupérisent 20 millions de Camerounais. Voilà ceux qui veulent renverser le président Biya. Ce n'est pas le journal Le Monde. Le journal Le Monde s'en fout. Pourquoi voulez-vous que le monde renverse le président Biya? C'est même pas la France. Pourquoi voulez-vous que le monde renverse quelqu'un, la France renverse quelqu'un qu'elle a mis au pouvoir? Donc, ceux qui veulent renverser M. Biya, c'est les siens qui passent tout leur temps à piller l'État et à paupériser 20 millions de Camerounais. Voilà le plus grand danger qu'on n'aille pas chercher en France. Monsieur Leroy, alors sur cette accusation, est-ce que vous avez l'impression aussi que les richesses camerounaises sont... Je vous disais tout à l'heure que le Cameroun va devenir de plus en plus un pays stratégique. Le point stratégique, parce que au-delà du problème portuaire, je vous ai dit, c'est le port hub de toute la côte ouest africaine. Tous les pays, tous les ports africains, aucun port n'aura les capacités qu'aura Kribi. Ce qui fait que tous les gros tankers, on appelle ça en matière de shipping, les super tankers vont tout, on appelle ça un port d'éclatement, vont tout déverser à Kribi. C'est là que les autres ports vont s'approvisionner avec. Attendez, c'est pas, voilà le port déjà. S'il vous plaît. Ça, c'est le commerce international. Et le deuxième aspect, est-ce que vous savez que notre pape là, non seulement va servir le Tchad, va servir le Niger et la RCA. Ouais. Ça dit que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire.
c'est-à-dire en matière d'hydrocarbures. Le Niger a déjà signé. Et la RCA, moi je peux le dire, hein, la guerre qui est là-bas, les gens se disputent le pétrole. Il faut le dire. Et le pétrole ne peut pas sortir sans passer par le Cameroun. C'est-à-dire le Cameroun devient le pays focal. Tout ça est bon, sans compter nos propres richesses. C'est-à-dire quand c'est le passage obligé et que le type qui est là vous empêche de tourner en rond. Thierry, qu'est-ce que ça vient faire dans la maladie? C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on parle de déstabilisation. On cherche à nous déstabiliser en faisant ça. Parce que leur président était malade. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je fais dans le cours d'histoire. Quel cours? Leur président était malade 14 ans. Malade en 2009, et tous les médias se sont 14 ans, non, il a été officialisé. Je dis 14 ans. Mais faites un droit de Ils n'ont pas parlé de ça. En 2009, Nicolas Sarkozy a été hospitalisé. Et tous les médias étaient autour de son hôpital. Portez plainte contre le journal Le Monde. Et je sais que vous ne pouvez pas porter parce que c'est votre instrument de propagande. Après avoir d'abord piraté le site de la présidence pour montrer que le monde n'a pas été piraté. Quand le monde a été piraté, les mêmes gens, la même logique, les activistes, il y a les photomontages de cette même nature sur le site web de la présidence. Vous les activistes, vous avez activé, vous avez parasité, vous avez parasité le site de la présidence. Quand le monde a montrer une image du président en croyant que vous, en le faisant, vous allez énerver les soldats. Non. Or, les soldats. Quand le monde a je vous dis qu'actuellement, sur le site web de la présidence, il y a les photomontages de cette nature. Les photomontages de cette nature se trouvent actuellement sur le site web de la présidence. Reconnaissez parfois vos torts. Si le webmaster a cru bien faire, c'est vous aussi qui donnez les mauvaises informations au monde. Parce que, oui, il a des raisons, des activistes. Si le webmaster a cru bien faire, je dis que c'est vous les activistes camerounais. Il faut le punir. Le Cameroun n'est pas. C'est simple, le Cameroun n'est ne mystifiez rien. Ni l'Égypte, ne mystifiez rien. Ni vous pensez que vous allez faire de l'activisme avec les réseaux et tout ça, ça ne peut pas marcher. Transition. Voilà. Bon, alors, dernier, Monsieur Popoussi, on change de sujet. Alors, ne grésillez pas, Monsieur Popoussi. Non, je ne grésille pas, c'est lui. Bon, alors, il nous reste 5 minutes. Hein. Je veux qu'on parle rapidement quand même de ce qui s'est passé ces derniers jours. L'armée tchadienne est intervenue, vous le savez très bien, est intervenue au Nigeria, a réussi à reprendre un certain nombre de villes. L'armée du Nigeria aussi a affirmé avoir repris d'autres villes après avoir mené bataille. Et là, les autorités nigérianes demandent aux Tchadiens de libérer maintenant le territoire parce que l'axe principal qui mène notamment à Baga et autres, qui est vital pour l'économie du Tchad, est plus ou moins sécurisé et l'armée tchadienne peut repartir. Comment est-ce que vous avez apprécié cette information? Je crois qu'il faut relier cette information à ce qui va arriver au Nigeria ces jours-ci, les élections. Les élections? Oui. Et je crois, j'ai même l'impression qu'il y avait entre le gouvernement nigérien et le gouvernement tchadien un accord là-dessus. Oui, il y a un deal là-dessus qui fait que l'armée tchadienne est venue aider l'armée nigériane rapidement à régler son problème avant les élections. Et maintenant, pour que le Nigeria, le président Goulou, puisse avoir tout le crédit de l'opération, il ne faut pas que ces élections soient surveillées par l'armée tchadienne. Imagine un seul instant qu'au moment où les élections arrivent, que l'armée camerounaise, l'armée tchadienne soit au Nigeria, ça aurait été de très mauvais effets. Je crois que c'est sous cet angle qu'il faut comprendre cela. Mais une chose est certaine, l'armée tchadienne a fait un bon boulot. Là-bas, en tout cas, toutes nos armées ont fait un bon boulot en cette matière, et je crois qu'il faut comprendre le Nigeria, ils sont en période préélectorale, il ne faut pas... Vous êtes d'accord avec cette vision des choses, M. Moore? Moi, je suis d'accord, sauf sur le point que je ne pense pas que ce soit une consultation avec le Tchad.
le Nigeria veut toujours montrer qu'ils sont puissants, même quand les faits montrent le contraire. Mais comme ils sont en pré-électoral, c'est-à-dire le vote c'est le 28, donc ils ne voudraient pas qu'on dise que voilà, il est même incapable de tenir. Mais la population a déjà vu, la population sait qu'il a délivré. Bon, mais ce qui se passe, c'est que là où le Tchad est parti, Boko Haram a recommencé à attaquer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas occupé rationnellement. Même à Gambarou, en face de protocole. Ouais, ils n'ont pas occupé rationnellement l'espace. C'est ça le problème. On les annonce déjà. Donc moi, je crois que c'est une opération. Le président nigérian croit que. C'est électoraliste. Il peut se vanter d'avoir libéré le pays. Tout le monde sait que c'est pas lui. Et enfin, ça a été fait avec la coopération des autres. Mais il ne voulait pas que le Tchad soit sur son territoire. Une fois. Parce que je pense là, au moins pour une fois, on est d'accord sur le point. Sauf que je crois qu'il n'est pas parti avec l'accord des Tchadiens. Les Tchadiens ne sont pas partis de commun accord là, de laisser-nous tranquilles, ça va. Oui, donc sur les façons. Moi, je crois quand même que il y a une coopération quand même entre le Tchad et le Nigeria, surtout que à la frontière avec le Niger, il y a toujours les soldats tchadiens de ce côté-là. Voilà, donc le Niger n'a pas d'élection pour le moment. Non, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on dit en fait, c'est-à-dire que ils sont même ils sont à la frontière. C'est-à-dire qu'il y a une coopération, puisque s'ils ont laissé les soldats tchadiens de ce côté, c'est que donc en réalité, bon, c'est des questions de sécurité, ce sont des questions très délicates. Moi, je n'aime pas souvent trop parler de ça parce que je sais qu'en temps de guerre, on ne communique pas beaucoup, on fait surtout de la propagande. Parce qu'il y a quelque temps, on nous annonçait, les soldats tchadiens nous annonçaient qu'ils avaient localisé Chekao et que la guerre était sur le point d'être terminée. Mais quelques temps après, on apprenait qu'il y avait encore des coups de feu à Fotokol. Donc, il y a beaucoup d'informations. Moi, je lis beaucoup la presse tchadienne, nigériane et camerounaise. On a dit que Grandier dans l'équipe, le commandement. Non, monsieur Wonko. Vous ne pouvez pas parler comme ça au XXIe siècle. C'est de l'intoxication. Si un individu s'est rendu coupable de quelque chose, vous devez l'interpeller, vous devez le juger. Et vous devez le punir en fonction. Vous avez la preuve qu'on a dit. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le gouvernement qui a été accusé, il est dans Boko Haram. devait au moins répondre sur cette question. Il a dit. S'il vous plaît, monsieur Moudé, j'ai la parole. Quelle presse? La presse quand même. Attendez. Bon, maintenant la presse est crédible. On termine là. Alors vous indexez le monde. S'il vous plaît, on termine. Donc moi je dirais une chose par rapport à ce retrait de l'armée tchadienne. Vous savez, quelque temps avant, on informait, on signalait que le président Goodluck voulait bien faire les élections pendant que la partie nord était en guerre. Comme ça augmentait ses chances de gagner parce qu'au nord, dans la zone où il y a la guerre, il n'y aurait pas d'élection. Donc moi, j'analyse ça dans un autre sens. Je me dis, si l'armée tchadienne s'est retirée en accord ou pas avec l'armée nigériane, ça permet à cette partie du pays de ne pas avoir des armées étrangères et d'aller au vote normalement, sachant que beaucoup n'iront pas aussi parce qu'ils avaient la peur de revenir là où on était, de revenir partout. Donc voilà. Mesdames, moi monsieur, je pense que c'est tactique. Mesdames, Messieurs, merci. Merci d'avoir accepté de suivre cette émission. Carte sur table, la rediffusion, c'est le vendredi à 13h30. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci.